Bonjour, Marc Sauvage, donc chercheur au CEA. Donc, je vous laisse peut-être vous présenter rapidement, en tout cas, sur quel est Ouais, votre rôle. d'accord. Donc, oui, je suis chercheur au CEA. En fait, très exactement, au CEA, on est tous ingénieurs-chercheurs. Il n'y a pas de Ingénieur-chercheur. distinction de titre entre les gens qui, comme moi, ont plutôt un profil de chercheur en astrophysique et les gens qui ont plutôt un profil d'ingénieur et qui travaillent à la réalisation des expériences sur lesquelles on analyse le signal. Hmm. Et moi, j'ai un historique de recherche qui est plutôt du côté des problématiques liées à la formation des étoiles Oui. et au milieu interstellaire. Et, euh, et en parallèle de ça, j'ai fait beaucoup de travail sur la mise en place d'expériences spatiales. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans Euclid à travailler Hmm. sur tous les aspects de ce qu'on appelle le segment sol, c'est-à-dire le traitement des données consécutif à leur acquisition à bord. D'accord. Niveau historique, j'avais vu que vous étiez aussi au niveau d'Herschel, qui était Voilà. un autre Ma télescope manip connu. précédente, c'était le télescope Herschel, où là j'avais fait ce qui s'appelle Instrument Scientist, c'est-à-dire le scientifique qui accompagne le développement de l'instrument Hmm. du point zéro jusqu'à l'opération en vol, quoi. D'accord. Et donc là, pour Euclid, comment est-ce que vous résumeriez votre rôle actuel? Alors actuellement dans Euclid, en fait, je suis un des deux représentants français au conseil scientifique du consortium. Il faut voir que le consortium Euclid, c'est une énorme collaboration de à peu près 1500 chercheurs actifs sur une dizaine de pays. Hmm. Et donc, on a tout un tas de problématiques liées à comment est-ce qu'on fonctionne pour faire de la science euh, à autant de personnes. Hmm. Comment est-ce de quel système on doit se doter, de quelles approches, de quelles procédures on met en place pour que ça se passe bien avec tous D'accord. ces gens-là et que ça soit efficace. Et donc, D'accord. on est une vingtaine de personnes venant de chaque pays à travailler sur ces aspects-là. D'accord. En tout cas, on nous disait, enfin, ingénieur, il s'appelle ingénieur aussi, mais il disait les ingénieurs, c'est les meilleurs. Mais il y a quelques ingénieurs sur le chat, donc forcément, vous êtes en bonne Mais compagnie, on va dire. je pense qu'il y a pas de science sans ingénieur. Et ce serait dommage, je pense, d'introduire une séparation parce que euh, c'est quelque chose qui se nourrit. C'est une espèce de cercle. C'est très important, je trouve. Et j'adore ça, moi, dans le labo où je suis, Hmm. d'avoir la double culture. Euh, Ouais. on pense à des observations, mais on discute avec des ingénieurs quant à savoir si oui ou non ce genre de choses est de l'ordre du faisable. Eux, ils sont au courant de développement, ils nous en informent, on réagit. Enfin, Hmm. c'est extrêmement fertile, ça. D'accord. En tout cas, donc je disais bonjour à ceux qui étaient venus, mais rien qu'avec les noms, vous allez comprendre que c'est assez scientifique. Hein, mais il y a le prof de physique, un qui s'appelle Engineer, un qui s'appelle Titan aussi là. Donc bon, ça fait un peu. Oui, On reste dans je le vois des pseudos là. OSCB, mais bon, voilà, on est bien entouré. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vous avais demandé en tout cas de venir et merci d'avoir accepté l'invitation pour donc commenter les premiers résultats, enfin premières images d'Euclide, même si comme vous me l'aviez dit rapidement hier, effectivement, c'est pas vraiment des résultats, c'est plus montrer que l'instrument marche finalement. Donc télescope Euclid qui a été lancé le 1er juillet, c'est ça, 2023 Ouais, sur Falcon 1er 9. juillet. C'est ce que je montrais rapidement. Alors, ça permettra de tester si le fond. D'ailleurs, mon fond ne marche pas. Normalement, j'avais un fond étoilé. Voilà, c'est mieux. Je rechange. Et juste pour mettre cette petite vidéo là, on va voir si du coup tout marche. Ma caméra a disparu. C'était juste Ouais. le lancement d'Euclid. Ça, vous étiez peut-être sur place, je sais Moi, pas trop. j'étais sur place, ouais. Sur place. Enfin, je voyais ça sur un écran situé à notre gauche, là, à notre droite. On était, euh, on était sur des estrades. Pour ceux qui sont déjà allés à Cape Canaveral, il y a le grand hall dans lequel est exposée la fusée Saturn V. Juste à côté, il y a une zone d'observation des lancements. Et on D'accord. était là, Ça c'était doit être vraiment assez, formidable. ça doit être assez Ouais. stressant aussi, du coup, j'imagine, pour le moment du lancement, en tout cas. On est En fait, d'accord. c'est assez particulier parce que, en tout cas, peut-être cette fois-là pour nous, parce que il y a une histoire quand même un peu spéciale sur le lancement d'Euclide. On ne devait pas partir sur une Falcon 9. C'est pas Hmm. normal, entre guillemets, pour une mission de l'agence européenne de partir sur une fusée commerciale américaine. Oui, Et on devait partir sur un Soyuz tiré depuis Kourou. Et puis l'invasion de l'Ukraine par la Russie
à couper tous les liens entre l'Agence spatiale européenne et Roscosmos. Or, même s'ils sont tirés de Kourou, c'est quand même des opérateurs russes qui font les lancements. Oui. Et ils sont tous partis. Ils sont tous partis du coup, ouais. Avec le matériel peut-être. Non, ils ont laissé les fusées parce que la fusée Ariane Espace l'avait achetée. Ah oui. Donc s'il y a quelqu'un qui a de l'argent et qui est intéressé par on va faire une donation. Il y en a 3 en attente. Une vente aux enchères pour mais ceux donc qui voilà, veulent. on n'avait plus de lanceurs. Donc ça c'est une situation que j'ai jamais connue. Typiquement dans le spatial, on est toujours en retard. Mais jamais je me suis retrouvé dans une situation où on a un satellite de près, mais pas de fusée pour le lancer. Oui, d'accord. Donc, c'est vrai qu'il y avait la tension classique du lancement qui, entre guillemets, peut toujours se passer mal, quoique SpaceX, ils ont quand même un bon palmarès, track record, comme on dit en français, plutôt excellent. Et nous, on était plutôt soulagés d'être là au lancement que stressés par le lancement. Oui, d'accord. Bien. Il y a l'ingénieur dit j'ai des tickets resto, est-ce que ça marche? Bon, on peut toujours essayer. Beaucoup peut-être. Beaucoup, très vraiment beaucoup. D'accord. Donc voilà, donc en tout cas ça c'était en juillet, donc maintenant donc il y a eu quelques... Pourquoi c'était normal en tout cas qu'il fallait attendre au moins 3-4 mois pour avoir des premières images, c'était ce qui était attendu parce qu'on se souvient du James Webb, il y a eu le déploiement, comment ça s'était passé après le lancement? Il y a pas mal d'explications à ça en fait. Bon, déjà il y a un temps de transit pour arriver jusqu'à notre zone de fonctionnement là qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. On est sur une orbite qui ressemble beaucoup à celle du James Webb. Quasiment la même, sauf qu'elles ne sont pas exactement dans le même plan. Donc, elles se croisent de temps en temps, mais c'est quand même très très grand. Hein, donc, il n'y a pas de risque de collision ou de perturbation de l'un par l'autre. Et donc, il faut une quinzaine de jours pour arriver sur cette orbite-là, déjà. Et après, en fait, c'est comme pour toutes les expériences, on va mettre en route petit à petit. Et à chaque fois qu'on met quelque chose en route, on le teste et on progresse comme ça. Donc c'est jamais instantané hein, de prendre des données avec un instrument. Après, on en a parlé, enfin en tout cas l'ESA l'a publié, on a eu un certain nombre de soucis de mise en route. Oui. C'est vrai. C'est ça qui met un peu de retard aussi. donc c'est ça compliqué. Pour rappel, les soucis qu'il y avait eu, qu'est-ce que c'était comment vous le décrivez? Donc on a eu trois soucis majeurs. Celui qu'on a vu en premier, c'était de la lumière parasite. Donc, de la lumière parasite, c'est de la lumière qui arrive au détecteur sans être passée par le chemin qu'on avait prévu, qui est le télescope. Et donc, ça veut dire que c'est de la lumière qui se rajoute à ce qu'on capte en provenance du télescope. Et ça rajoute du bruit, enfin, donc ça diminue la sensibilité des images. Oui. Et ça, c'est donc assez intolérable. Oui, ça c'est un gros problème. Et donc ça, c'est une chose qu'on a vue tout de suite, parce que dès l'allumage du détecteur visible, avant même qu'on commence à essayer de le régler, ça se voyait. Oui. Ça, c'était un coup sur la nuque un peu sévère. On a assez rapidement trouvé le responsable de cette lumière parasite. C'est une espèce de support de propulseur qui est éclairé par le soleil et qui réfléchit vers l'intérieur du panneau solaire. Et puis de là, ça se réfléchit et ça trouve un petit trou dans l'emballage des instruments. Il faut les ruser du coup pour heureusement, il suffit de pivoter le satellite sur son axe pour que ce bras passe à l'ombre des panneaux solaires. Donc là, on a eu assez rapidement la solution. De ce que j'ai vu par contre, le fait d'avoir fait ça maintenant, ça a mis un peu de délai aussi. Enfin, ça rajoute du travail supplémentaire pour les chercheurs qui veulent faire des observations. Ils doivent prendre en compte cette déviation à chaque fois maintenant. Ça veut dire, en fait, ce que ça fait, c'est que ça rajoute une contrainte dans l'attitude que peut avoir le satellite. Il faut déjà qu'il maintienne plus ou moins 90 degrés d'angle avec le Soleil. Et après, il faut qu'il soit orienté à... En fait, il y a deux angles. Je vais essayer de mettre très clair. J'ai une petite... voilà, on prend je vais mettre en grand, du coup. donc ça, c'est le satellite hein, dans une... Donc on voit, là je le mets sur la tranche, on voit qu'il a un panneau solaire de ce côté-là. Donc il faut que le soleil soit à 90 degrés ici.
Ouais. pour bien illuminer les panneaux solaires et éviter d'illuminer le reste de la structure. Et en fait, on va le tourner sur son axe pour placer à l'ombre le petit thruster qui dépasse. Et donc, il faut qu'il soit tout le temps dans cette attitude-là. Donc ça baisse un peu la puissance peut-être, ou qu'il peut recevoir sur les panneaux solaires. On est encore tout à fait dans les marges prévues. Ça, effectivement, on voit un peu que quand on n'a pas la même incidence sur le panneau solaire, on n'a pas la même puissance, mais on est complètement dans les marges dont on a besoin pour fonctionner. D'accord. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a une contrainte d'attitude pour observer. Il faut qu'on la prenne en compte, il faut qu'on recalcule en fait tout le plan d'observation, parce que Euclide, c'est un satellite fait de la cosmologie. Alors, on a souvent en tête des choses comme Planck ou WMAP, qui sont des satellites qui tournent en permanence sur eux-mêmes et qui, du fait de leur rotation autour du Soleil, vont couvrir comme ça tout le ciel. Euclide, c'est vraiment un observatoire, donc il pointe dans le ciel et il va couvrir comme ça tout le ciel. Et en fait, avec toutes les contraintes de pointage qu'on a et les étoiles brillantes qu'il ne faut pas regarder, et ainsi de suite, c'est très compliqué de trouver par quel chemin il faut passer pour voir tout le ciel, une et une seule fois, en ayant toujours quelque chose à faire. C'est sûr. Donc il faut qu'on le recalcule. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, au final, on commençait comme ça, mais j'avais même pas trop montré. Attendez, alors c'est pas celui-là. Hop. Je voulais montrer juste un peu Euclide aussi. Là, on le voyait bien, voilà, sur ce PowerPoint qu'on m'avait envoyé, en tout cas. Si je m'écarte un peu, enfin, si on m'enlève un peu, on ressent, voilà, on le voit là, le petit, on voit en bas. Ah, le petit, un petit bras qui dépasse sur cette image. C'était ça, donc, le problème aussi. Et c'est ça qui est illuminé par le soleil. D'accord. Alors, du coup, je vais mettre le document que vous m'avez transmis, en tout cas, sur les premiers résultats. Comme, vous voyez, là, qu'entre deux, je l'ai mis, le petit mot sur les premiers résultats, donc... Autant en profiter. Hop. Alors, j'essaie de me dépatouiller pour voir comment mettre bien, qu'on arrive à voir. J'ai essayé tout à l'heure. Et bonjour aussi à Kevin qui est arrivé tout à l'heure. Là, je lui ai pas dit bonjour encore. Donc voilà, les premières images scientifiques, en tout cas, donc, qui ont été publiées ce mardi, officiellement. Ouais. Et, mais qui, vous, du coup, en interne, c'était connu, j'imagine, depuis déjà quelques temps aussi. En fait, les observations, on les a fait dans le courant du mois d'août. Oui, d'accord, c'était le mois d'août. Mais en fait, il y a beaucoup de traitements. Déjà, des CCD, ça doit être des détecteurs qui sont très connus. Il faut établir un certain nombre de fichiers d'étalonnage pour arriver à sortir une image correcte d'une mesure CCD. Donc tous ces étalonnages... Mesure CCD, comment vous le décrirez pour le grand public, mesure CCD? Parce que même moi, là, j'avoue que j'aurais du mal à décrire. Un CCD, en fait, tout le monde en a un dans la poche. Oui, c'est ça, pareil. Parce que les capteurs des téléphones portables, c'est des CCD. Oui. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un matériau semi-conducteur qui est capable, en absorbant un photon, de faire passer des électrons d'une bande où ils sont piégés dans le cristal à une bande où ils peuvent bouger dans le cristal. Donc ils deviennent conducteurs sous éclairage. Et en fait, on mesure ces électrons. Alors les CCD, ils mettent en place un système un peu astucieux de lecture du nombre de charges qui arrivent dans chaque pixel en les transférant d'une colonne à une autre. Ah oui. D'accord. C'est pour ça qu'on a aussi parfois des effets indésirables qui sont liés à ce transfert de charge. D'accord. Ouais. Alors je vous laisse commenter, là je voyais que ça c'est les objectifs, donc les ERO effectivement dans le milieu, c'est un peu le jargon pour dire les premières observations, il y avait ça aussi pour le James Webb. C'est toujours un peu le moment excitant pour les scientifiques, vu que c'est à partir de là qu'ils peuvent commencer à faire des papiers justement dessus, j'imagine. Donc là, l'objectif qu'on avait, c'était de trouver un moyen de faire passer la performance technique d'Euclide dans le grand public. Et ce qu'on a trouvé comme meilleur moyen, c'était d'utiliser des objets dans lesquels le caractère esthétique de l'image qu'on allait produire sautait aux yeux et mettait en évidence justement la qualité de ce qu'on pouvait produire. Alors c'est pour ça qu'on a pris des objets qui ne sont pas des objets très typiques de ceux que va regarder Euclide en général. C'est des objets qui sont beaucoup plus proches de nous. Alors on ne fait pas beaucoup de cosmologie avec des objets du groupe local. Donc là, typiquement, ça c'est un amas de galaxies, un amas de Persée.
Donc là, ça ressemble déjà plus à ce qu'on va faire avec Euclide, mais cet amas, il est quand même encore dans un univers relativement proche de nous, et de ce fait, il nous renseigne pas tant sur la cosmologie elle-même que sur la physique des amas. Oui, d'accord. Mais ce qu'on voit. Après, d'ailleurs, vous avez un autre slide pour zoomer justement. Donc là, pour l'instant, je le montre un peu complet. Donc là, voilà, c'était déjà une image un peu calibration. Je voyais le texte. Donc environ 1 million de galaxies de l'amas sont présentes sur cette image. Un millier quand même. 1 millier, pardon. 1 million, pardon. J'ai Et le champ de vue permet de détecter de l'ordre de 100 000 autres. En fait, pour les distinguer, c'est assez. Donc, ces images, c'est des images qui sont faites en dite fausse couleur. Oui. C'est-à-dire que dans Euclide, on a 2 instruments. Un qui fait des images dans une grande bande visible, et un autre qui fait des images dans 3 bandes infrarouges. Donc, de l'infrarouge proche, c'est-à-dire aux alentours de 1 micron, 1,5 micron. Oui. Donc, quand on fait des images... quand on dit, voilà, quand on parle de ça, on parle des longueurs d'onde, petit rappel juste physique, mais effectivement, nous, ce qu'on voit, c'est juste une partie du champ électromagnétique, donc du visible. Exactement. Et l'infrarouge, donc, c'est aller encore plus petit, plus fin, finalement, plus large, pardon, d'ailleurs, non, pour la longueur d'onde, plus large. C'est les plus grandes longueurs d'onde. Et plus grandes. Qui sont situées en deçà du domaine électromagnétique. C'est des photons de moindre énergie, aussi, on peut dire ça comme ça. Et donc, nous, on les voit pas parce que nos yeux sont trop petits pour ça, peut-être. Nos yeux sont pas sensibles à ça. Oui, voilà, ils sont pas sensibles à ça. Et donc la bande visible qu'on utilise, en fait, elle couvre quasiment tout le domaine visible pour nous. Donc nous, on a des récepteurs qui sont sensibles à différentes longueurs d'onde à l'intérieur du visible, dans l'œil. Et c'est pour ça qu'on arrive à voir des couleurs. Notre bande visible, elle est... Alors, on a donc confirmé les découvertes d'Euclide, ouais. Alors, je pense que justement, on va malheureusement pour lui, la géométrie dans laquelle on s'insère n'est pas du tout euclidienne. Ah oui, ça, oui, c'est vrai. Mais on a nommé le satellite en référence aux travaux géométriques d'Euclide, parce que vous avez mis ça aussi, ouais. Pourquoi Euclide ? C'est ce tableau là. Donc c'est lui apparemment. Un tas de philosophes, et voilà, Euclide, il est censé être ici. Et donc on l'a nommé en référence à Euclide, qui était un géomètre, parce que finalement la cosmologie, c'est de la géométrie. Oui. C'est vrai qu'on parle beaucoup de non-euclidiens maintenant, effectivement. Voilà. Donc c'est mesurer la forme de l'univers et son évolution dans le temps. Mais oui, donc pour en revenir à ces images en fausse couleur, donc on code, on fait une image rouge vert bleu, typiquement. On a 3 canaux, un canal rouge, un canal vert, un canal bleu, et donc on va mettre dans le bleu la bande visible, et puis dans le vert et le rouge 2 bandes infrarouges. Donc les objets qui sont plutôt blanchâtres sont des objets qui ont à peu près qui émettent la même quantité d'énergie dans les 3 bandes. Donc on sature les trois couleurs. Et puis après, des objets qui sont bleus, c'est des objets qui ne sont présents que dans la partie visible du spectre. Et les objets qui vont être rouges sont des objets qui émettent dans les bandes à plus grande longueur d'onde. Oui. Et ça, déjà, en fait, finalement, donc le bleu, c'est le plus proche du rouge pour nous, et le rouge, c'est encore plus rouge, quoi. Voilà, exactement, ouais. D'accord. C'est pour ça que c'est vraiment des fausses couleurs. C'est-à-dire que ça ressemble Bon. Alors, on me dit qu'il y a un petit écho sur votre voix. Attendez, je regarde juste pour voir pourquoi. Mais je crois que c'est mon micro qui capte peut-être trop même le bruit de mon casque, c'est possible. Mais bon, pardon. Ouais. Donc j'essaie de oui, si on avait la sensibilité à l'œil de voir l'univers lui-même, il serait pas très coloré. Les galaxies, la couleur des galaxies, c'est un jaune pâle. C'est pas très coloré. Il y a des longueurs d'onde spécifiques dans lesquelles il y a des émissions, comme par exemple la recombinaison de l'hydrogène qui est rouge, mais qui contient pas beaucoup d'énergie. Donc sur la lumière émise totale par une galaxie, ça colore pas tant la galaxie. Donc là, ce qui colore les galaxies, c'est la distance à laquelle elles se trouvent. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui intéresse, donc, mais ça on en parlera après. Pour l'instant, effectivement, c'est vrai qu'on peut... Je continue donc un peu sur les images, en tout cas, que vous avez pu transmettre. Alors, attendez. D'ailleurs, celle-là, c'était pour montrer quoi, en fait ? C'était vraiment pour montrer différentes... En fait, c'est parce qu'il va y avoir différents inserts. Enfin, on a extrait des images, et donc c'est pour les repérer.
Et puis je les ai repris après dans les présentations qui suivent à plus haute résolution. Donc c'est juste pour les recaler par rapport à l'image qu'on est en train d'observer. Parce que la résolution est très bonne. Vous voyez, on peut zoomer. Voilà, là ces images-là, elles sont faites à la résolution. La grande image, elle est faite à la résolution l'image du champ total, elle est faite à la résolution de l'instrument infrarouge. Donc c'est des images 8000 par 8000. Les inserts, eux, ils sont faits à la résolution de l'instrument visible. L'instrument visible, lui, produit des images 26 000 par 26 000. Ah oui. Oui, c'est à peu près. Okay, et donc, on a des extraits de ces images-là. D'accord. Donc là, par exemple, le bleu, donc c'est c'est les longueurs d'onde les plus petites quand même. Là, on voit bien. En fait, on peut rester sur cette image-là. Donc, quand on voit cette figure-là en croix, enfin de croix à 6 branches, là, ça c'est la figure de diffraction du télescope. C'est ce qui se passe. C'est l'image que le télescope nous rend d'une source qui serait réduite à un point, une étoile typiquement. Et on le voit quand l'objet est brillant. On a plus de mal à le voir quand l'objet est faible. Et donc on reconnaît assez facilement qu'il s'agit d'étoiles, de ce fait, des étoiles de notre galaxie. Et là, on voit clairement que dans les étoiles, il y en a de différentes catégories. Il y en a qui sont plus bleues que d'autres. Et ça correspond à leur température de surface. Mais on voit aussi derrière... On disait que c'était les aigrettes, c'est ça aussi, le nom. Voilà, des fois, c'est en français où on dit ça, les aigrettes. Les aigrettes, Merci à Ice Club. Et on voit aussi toute la population de galaxies lointaines. En particulier, vraisemblablement, ce qu'on regarde là, il doit y avoir un autre amas de galaxies, parce qu'on voit toute une série de populations de galaxies qui ont à peu près la même couleur, ce rouge un peu profond là. Et vraisemblablement, ce sont des galaxies qui sont situées à la même distance pour avoir la même couleur dans le spectre. Et donc, c'est probable qu'il s'agisse d'un amas à grand décalage spectral. Mais aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des objets absolument partout. Et c'est ceux-là qui nous intéressent. Ils ne sont pas très grands, mais c'est sur ceux-là qu'on va travailler. Je continue de faire le tour un peu, mais bon, vous voyez un peu... D'accord. Et là, donc, tout ça, on est toujours dans l'amas de Persée, en tout cas. Ouais, tout ça, c'est dans la direction de l'amas de Persée. Oui, les petites galaxies qu'on voyait, elles sont très clairement plus dans l'amas de Persée. Oui, ils sont plus grands. Cette grande galaxie spirale, oui, c'est une galaxie qui appartient à l'amas de Persée. D'accord. Et la petite qui lui a l'air de... Voilà, la petite qui est juste en bas... en bas à droite, c'est aussi sans doute une plus petite galaxie de l'amas de Persée. Et donc là en jaune, ce serait quoi par rapport à... On a un peu entre deux, c'est un peu avant le rouge. Là, clairement, c'est une étoile, mais en fait, les étoiles, elles ont des températures qui... Enfin, je voulais dire, oui, en termes de distance, là, de longueur d'onde, le jaune, c'est pour... c'est loin, mais pas aussi loin que le rouge, sachant du coup. qu'on code du rouge, du vert et du bleu, je ne sais plus exactement quel mélange de cette... de ces composantes va produire pour nous du jaune, mais... D'ailleurs, là, j'avais même pas vu sur celle-là, on voit une tache un peu violette. Je sais pas trop si c'est un artefact ou... Voilà, ça en fait c'est une réflexion interne, c'est ce qu'on appelle un fantôme optique. Ah, oui. En fait, c'est une réflexion interne sur un composant du système optique qu'il y a dans Euclide. Et donc en l'occurrence, il y a ce qu'on appelle un miroir dichroïque. Un miroir qui réfléchit la lumière en deçà d'une certaine longueur d'onde et la transmet au-delà de cette longueur d'onde. C'est un système de séparation du faisceau du télescope en deux faisceaux identiques mais pas de même longueur d'onde. Il y en a un qui va sur l'instrument vise et l'autre qui va sur l'instrument infrarouge. Comme ça, on peut observer exactement le même champ avec les deux instruments en même temps. Et donc là, on nous demande si c'était un artefact observationnel ou pas. Alors du coup, c'est un. Oui, c'est un artefact lié au système optique qu'on utilise pour faire les observations, et qui est la réflexion d'une étoile qui. Alors, c'est des choses qu'on a mesurées. On nous dit j'aurais espéré un ovni, mais non, on n'est pas. Non, je pense que bon, il serait grand en plus là quand même. Ça serait exceptionnel qu'on arrive à détecter ça dans les premières images. On va détecter des choses bizarres, forcément, à relever comme ça tout le ciel avec une telle quantité d'informations. Il y aura des choses
qu'on ne sait même pas attendre. OVNI, j'y crois pas, mais... Oui. Est-ce que c'est volant dans l'espace en plus? Mais bon, là, c'est un autre débat. C'est plus du terme. D'accord. Donc, dans le futur, c'est des choses qu'on sait, enfin, qu'on connaît et qu'on saura traiter et enlever dans les images finales, ou en tout cas pour nous, ne pas mélanger avec les objets qu'on veut observer. Oui. D'accord. Là, une autre, la galaxie spirale aussi. IC342. Voilà, donc là, l'intérêt l'objectif en faisant cette image-là, c'est de montrer que donc là, il s'agit d'une seule observation Euclide. C'est une pause qui dure à peu près une vingtaine de minutes. Oui, c'est assez rapide. C'est ça qui avait l'air assez surprenant. Enfin, ouais. Oui, on a un instrument qui est sensible malgré tout. Oui, voilà. C'est pour ça. et alors, tiens, déjà, la question, une question, voilà, la question entre la différence entre Euclid avec Hubble et James Webb. Ouais. Euclid, Hubble et Euclid, James Webb. Donc, Euclid, Hubble, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent parce que finalement, on a un miroir qui fait 1,2 mètres. Hubble a un miroir qui fait 2 mètres. On travaille dans le visible infrarouge et Hubble a fait des observations, beaucoup dans le visible, un peu dans l'infrarouge avec un instrument qui s'appelait NICMOS. Alors, la première des choses, c'est qu'on a une qualité optique qui est bien meilleure que celle de Hubble après correction. Hubble, au départ, avait une qualité optique assez catastrophique pour ceux qui s'en souviennent. Mais surtout, le point clé d'Euclide, c'est la taille du champ. Euclide, en une seule, le champ qu'on voit là sur cette galaxie, qui correspond à une seule image, une seule observation, c'est plus grand que la pleine lune. En fait, aussi, il y a de quoi mettre quelque chose 2 fois plus grand que la pleine lune dans le champ. Le champ accessible à Hubble, c'est une petite fraction de cette pleine lune. Et donc, pour faire cette même image de NGC, de IC342, c'est ça la galaxie, avec le télescope Hubble, il faut plusieurs dizaines d'orbites pour arriver à se pointer. Et d'ailleurs, en fait, elle a été observée par Hubble, mais jamais en entier. Il y a des données Hubble sur cette galaxie, mais jamais la totalité. Et ça, c'est le point clé d'Euclide, c'est vraiment son grand champ. Il est absolument nécessaire si on veut être capable d'observer tout le ciel extragalactique dont on a besoin. Et typiquement, on s'amuse, mais avec une semaine d'observation Euclide, on aura accumulé en surface observée, plus d'observations que les 30 ans d'exploitation du télescope Hubble. Oui, c'est pas mal. Oui, en surface observée, mais c'est impressionnant. Après, il y a des modes d'observation qu'on n'a pas sur Euclide. On a la spectro qui est basse résolution. Enfin, voilà. Oui. Et là, il y avait encore quelques zooms, je vois, sur les différentes zones. Sur les régions. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'image comme ça, l'image totale, on voit quelque chose finalement d'assez familier sur une image de galaxie spirale. Mais ce qui est intéressant, c'est de zoomer. C'est pour ça que j'ai repris le cadran jaune. C'est quand on zoome, on s'aperçoit que sur cette image-là, on voit en fait, on voit les étoiles de la galaxie. En zoomant, là, tout ça, c'est des étoiles, c'est des amas d'étoiles de la galaxie. Donc, on a une information sur la population stellaire de la galaxie qui est extraordinaire. On nous dit que dans un grand champ, on fait une meilleure récolte. Ça, c'est vrai. Mais bon, ça, c'est... Vous pouvez poser des questions aussi encore sur... Et donc, alors après, je termine sur la différence entre Euclide et le James Webb. Alors, le James Webb, il a un télescope qui fait 6 mètres de diamètre, donc il a une résolution spatiale extraordinaire, mais il travaille, lui, quasiment exclusivement dans l'infrarouge, un peu plus loin que Euclide. Il démarre vers 4-5 microns. Donc, dans notre univers local, il va surtout voir l'émission des régions de formation stellaire, de la poussière interstellaire. Et puis, dans l'univers très distant, il voit la partie optique et ultraviolette des galaxies. Et parce qu'il a un très grand télescope, il a aussi un très petit champ de vue. Donc en fait, si on se concentre sur le domaine scientifique où on se rejoint, qui est je dirais, l'évolution de l'univers, on va appeler ça comme ça, le James Webb, lui, il peut aller voir des galaxies qui sont situées
au tout début de la vie de l'univers, mais individuellement. Il va avoir du mal à faire des populations de ces galaxies parce que ça lui prend énormément de temps d'en faire une. Nous, notre façon de travailler là-dessus, c'est d'avoir un très grand champ pour couvrir tout l'univers. Donc, on ne va pas avoir beaucoup de détails sur un objet, mais on va faire des populations. Donc, on va faire des études de population quand le James Webb, lui, fait des études de cas. C'est des choses qui sont complètement complémentaires, parce que l'un sans l'autre, il y a toujours des questions auxquelles on n'arrive pas à répondre. D'accord. C'est vrai que moi, ça permet de voir que c'est complémentaire, en tout cas. Hop. Alors j'enchaîne encore un petit peu sur les premières images, il y en a eu 5 en tout, il me semble, mais en tout cas là c'est aussi l'amas globulaire NGC. Dans ma présentation j'en avais mis que 3 parce que dans la vôtre, j'avais pas beaucoup de temps pour le faire, je voulais surtout inciter les gens à aller les voir. Donc ça c'est un amas globulaire, donc de notre galaxie. C'est des structures qui sont intéressantes parce que comme c'est des amas d'étoiles qui sont nées simultanément et qu'elles sont liées par la gravitation. Et ben en fait l'amas il va rester tel quel pendant toute la durée de vie des étoiles et donc ça veut dire que c'est des structures qui peuvent être extraordinairement âgées. Il y a alors ça questionne plus je dirais nos modèles d'évolution stellaire, mais il y a des amas de galaxies, des amas d'étoiles qui ont des âges qui deviennent assez compliqués à faire coller avec l'âge de l'univers. D'accord. En tout cas, ils contiennent une information sur les circonstances de formation de la galaxie. Donc, c'est pour ça qu'ils sont intéressants. D'accord. Et là, typiquement, ce qui est frappant, c'est de voir qu'on peut faire une image de tout l'amas globulaire. Donc, on voit vraiment toute sa structure et ce profil de distribution des étoiles. Mais si on zoome, en fait, on voit toutes les étoiles de l'amas. C'est ce qu'on voit aussi encore là après. Où là, il y a le détail. Et donc là, la petite partie verte, par exemple ici, c'est l'image d'ensuite qui est encore plus grande. Et là, on voit qu'il y a la résolution est assez folle. Et d'ailleurs, si on se balade, on voit que on résout tellement bien les étoiles et il y a tellement peu de, justement, c'est ça. L'artefact d'ailleurs là. La précision de, ça c'est un ghost. Ça c'est encore un fantôme. De l'optique, voilà. On a un piqué de la réponse instrumentale qui est tellement bon qu'on a peu de lumière diffuse autour des étoiles, due à cette réponse instrumentale. Et on peut voir des galaxies à travers. Voilà, là, c'est une galaxie. Là, on voit une, c'est au-dessus, là, D'accord. Et encore on voit quand même, les petits fantômes, il y en a quelques-uns mais bon, on la voit vite. On avait 2-3 petites questions alors les Toshten qui arrivent. Je suis pris d'un doute, on arrive à voir des très très anciennes étoiles, mais on ne peut pas voir les étoiles, ne serait-ce que d'Andromède pour autant. Là, c'est une question de capacité à les distinguer individuellement. C'est-à-dire que les étoiles de la galaxie d'Andromède, on les voit. La lumière de la galaxie d'Andromède, c'est la lumière des étoiles de la galaxie d'Andromède. Donc, on voit la somme de la lumière des étoiles de la galaxie d'Andromède. Mais si on a un télescope avec un pouvoir de résolution suffisamment grand, donc une capacité à distinguer des détails suffisamment fins, on va voir les étoiles individuelles de la galaxie d'Andromède. Alors, je n'ai pas fait le calcul pour voir si effectivement on en voit avec Euclide. On ne va sans doute pas aller regarder la galaxie d'Andromède, elle prend trop de place. Et du point de vue cosmologique, elle ne nous intéresse pas tant que ça. Mais c'est possible que dans le cadre des programmes qu'on appelle, nous, héritage, il y ait des programmes sur la galaxie d'Andromède. D'accord, donc voilà, peut-être qu'on pourra voir alors Kevin, il y a une question sur la matière noire, je vois, on va peut-être garder pour après, mais je la pose quand même maintenant, on en reparlera après. Est-ce que c'est la matière noire en tout cas qui maintient ces étoiles, empêchant qu'elles se rassemblent toutes au centre de l'amas? Déjà peut-être en 2 mots, puis on pourra revenir dessus après, de toute façon, mais... C'est pas clair que dans les amas globulaires, il y ait beaucoup de matière noire. Il y a déjà beaucoup de masse liée aux étoiles, et les calculs qu'on fait montrent que cette masse en général est suffisante pour expliquer le caractère lié de toutes les étoiles entre elles. Elles sont liées par la gravitation. Alors, j'imagine que le côté qu'elles se rassemblent toutes au centre de la masse, c'est cette idée que, oui, mais alors si elles s'attirent toutes, pourquoi est-ce qu'elles finissent pas par collapser, s'effondrer en un seul objet? En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'elles sont animées de vitesse. Et que pour se débarrasser, pour s'effondrer, il faut se débarrasser de cette vitesse. Or,
dans un gaz comme ça qui est sans collision, puisque les étoiles ne se tapent pas les unes contre les autres, il n'y a pas beaucoup de moyens de se débarrasser de cette vitesse-là. Donc, ça évolue, un amas globulaire, hein, ça évolue quand même parce qu'il y a quelques processus qui permettent aux étoiles d'échanger de l'énergie. Les étoiles évoluent, elles perdent de la masse et ainsi de suite. Mais ils ne sont pas très efficaces et donc l'état de départ reste quand même pendant très très longtemps. D'accord. Merci pour la réponse. Puis après, de toute façon, on va revenir après pour ceux qui s'interrogent sur matière noire, énergie noire, on s'est dit, ouais. on en parle un peu après. Il y a Stratos qui demandait est-ce que vous allez compter tous les points, leur donner un nom à chacun, mais bon. Parce que c'est vrai qu'on découvre des nouvelles étoiles, mais. Non, mais on va leur donner, on va leur donner un numéro. En fait, ils en ont déjà un parce que le ciel est repéré avec un système de coordonnées sphériques. Et donc, en général, un objet, il est nommé par ses coordonnées. Ah oui. En fait, on pourrait nommer chaque pixel déjà de base automatiquement. On pourrait nommer chaque pixel par les coordonnées de ce pixel. Hein. Oui. D'accord. Après, c'est une façon de les repérer et de savoir qu'on n'est pas en train de compter 2 fois le même ou 3 fois le même. Oui, surtout ça. Ouais. Le nom, ça viendra plus tard. Ouais. Voilà. Après, on peut proposer, il y a des gens qui s'amusent à ça, aller vendre le nom d'une étoile, si vous voulez. Mais je pense qu'avec Euclide, on a prévu d'observer à peu près 10 milliards de galaxies. Oui, ça va faire beaucoup de points. Ça fait beaucoup et le prix d'une galaxie Euclide, ça vaudra pas cher. Oui, faut toujours essayer ça. Elles sont pas uniques. Je lisais quoi d'une galaxie? On voit donc une somme statistique des lumières de ces étoiles, de ces masses de gaz, etc. Ouais, une galaxie, quand on voit une petite galaxie, ça fait. C'est pour ça que c'est assez ambigu à interpréter la lumière d'une galaxie, c'est parce que c'est la somme de beaucoup de processus. Oui. Alors c'est pour ça qu'on fait aussi, plutôt que ce qu'on appelle de la photométrie, c'est-à-dire de l'imagerie dans des bandes assez larges, on fait aussi de la spectroscopie. C'est-à-dire vraiment disperser la lumière en fonction de la longueur d'onde, parce que là, il y a de l'information sur les différentes populations qui y contribuent. Et après, nous, on injecte des modèles d'évolution de population stellaire pour essayer de reproduire la luminosité de la galaxie. D'accord. Alors, il y avait une petite question de Titan aussi. Qui tourne autour de qui dans cette boom spatiale? Ça, c'est vrai que la mécanique gravitationnelle, c'est particulier. Un système autogravitant, donc il tourne pas autour, chaque objet tourne autour de l'ensemble. Et donc c'est en fait très très compliqué à calculer. C'est très compliqué à calculer. On sait bien faire en fait. Par exemple, c'est la rotation keplérienne quand il y a un objet qui est dominant en masse. Par exemple, le système solaire, 99% de la masse du système solaire, c'est le Soleil. Et donc le calcul de la gravitation à l'intérieur du système solaire, il est beaucoup simplifié comme ça. Mais la gravitation dans un amas globulaire où finalement il n'y a pas un corps dominant, c'est plus dur. Quand il n'y a pas de trou noir au centre, ça aide, voilà. C'est plus dur. Alors que là, finalement, j'imagine que le centre de masse change, enfin, il peut changer en fonction du temps aussi. Il peut bouger, il y a des mouvements qui peuvent être chaotiques parce qu'il y a des étoiles qui vont se passer l'une très près de l'autre, ça va faire des effets de lance-pierre. Enfin, oui, donc là, c'est compliqué. En fait, ça se calcule de façon statistique. Oui, d'accord. Ah, je vois que j'avais pas désactivé une pub de 30 secondes, mais bon, il y a des pubs sur Twitch aussi. Et j'en profitais, il y avait d'autres qui disaient aussi, on va faire des NFT avec les noms, c'est vrai que ça sera un business aussi, mais bon. Ouais, j'ai l'impression que ça se casse un peu la figure, les NFT. Oui, bah attends, c'est pas plus mal. Alors, attendez, Bob, je profite de la pub pour remettre rapidement, on nous remet un peu comme ça. Vu comme ça, on va pouvoir passer un peu sur l'autre aspect, on va quand même entrer un peu dans le vif du sujet sur matière noire, énergie noire. Alors j'attendais que la pub s'arrête dans 7 secondes, hop. Vous voulez que je passe à quel PowerPoint d'ailleurs par rapport, je vous demande plutôt pour vous, plutôt celui où il y avait Euclide ou l'autre, parce que les deux sont... Celui des journées de la science, c'est peut-être plus didactique. Lequel? Celui Journée de la science qui s'appelait... Ouais, peut-être, il est plus didactique parce que je l'ai écrit, déjà je l'ai écrit un peu plus tard. Ok. On va voir. Ah oui, du coup, voilà, j'attendais la fin de la pub pour juste prendre les dernières questions. Pour Arcator qui disait, est-ce qu'il y a j'imagine qu'il y a des pauses longues, car je vois plusieurs araignées sur les mêmes points. Araignée, c'est-à-dire. Ouais, d'accord. Oui, araignées. Donc l'araignée, pour tout le monde, c'est comme ça qu'on appelle la structure qui va porter le miroir secondaire. Un télescope classique, un miroir primaire qui renvoie vers un deuxième miroir secondaire. Qui lui renvoie vers la baie instrumentale. Donc, ou bien, est-ce qu'il y a des étoiles superposées l'une devant l'autre? Pardon, j'avais pas fini cette question.
Non, non, donc, donc ce support, on appelle ça l'araignée, il a 3 bras dans Euclide. Et donc, comme il a 3 bras, ça fait une figure de diffraction à 6 aigrettes. Et effectivement, sur certaines des observations, en particulier sur Persée, on a sommé 5 poses, et qui ne sont pas faites exactement, elles sont forcément pas faites au même moment. Et donc, le satellite tourne un peu. Et donc, il y a des variations de l'angle de l'observation. Donc, de l'angle du télescope par rapport au ciel, et ça fait des variations de l'angle des aigrettes dans le ciel. Donc quand on va faire la somme, au lieu d'en avoir 3, on peut en avoir 6, on peut en avoir beaucoup en fait, en fonction du nombre de poses qu'on va faire. Après, si c'était 2 étoiles qui sont très proches l'une de l'autre, les aigrettes, elles devraient être parallèles les unes aux autres. Donc le fait qu'elles tournent, ça montre que c'est le télescope qui a tourné. Ouais, je crois que je m'étais mute, on m'entendait pas, mais c'est pas grave. Je disais en tout cas merci Arcator. Voilà. Du coup oui, on va passer sur un deuxième. Ouais voilà, j'étais mute, pardon. On va passer du coup sur l'autre PowerPoint, donc et du coup sur l'autre partie, on va dire du live aussi, qui permettra de discuter donc de matière noire et énergie noire. Enfin, du coup matière sombre, énergie sombre. Ça justement, on pourra en parler dedans. Je sais plus si c'est dans celui-là d'ailleurs que vous en parliez. C'est peut-être dans le deuxième. Non, c'est dans l'autre. En fait. C'est dans l'autre le nom. Parce que en anglais, les termes consacrés, c'est dark energy et dark matter. Oui, c'est ça. Et ils se distinguent par exemple de 2 autres termes dans lesquels qui sont par exemple black body ou black hole, qui sont 2 objets physiques très bien connus. Hein. Le black body, c'est le corps noir, c'est un objet thermodynamique qui est connu depuis 1 ou 2 siècles. Qui était un grand mystère de la thermodynamique avant que ne sorte la mécanique quantique. Et black hole, certes, c'est un objet compliqué de la relativité générale, mais c'est un objet tout à fait, je dirais, inscrit dans un cadre physique. Oui. Alors que dark matter et dark energy ne sont pas du tout inscrits dans un cadre physique. Ils sont des composants qui sont rajoutés ad hoc pour expliquer des comportements. C'est ça. Et c'est pour ça que moi, il y a toujours cette terminologie qui hésite un peu en français entre matière noire, énergie noire ou matière sombre, énergie sombre. Et formellement parlant, on devrait plutôt parler de matière sombre, énergie sombre pour traduire le fait que ce sont des objets qui pour l'instant échappent au cadre de la physique. Oui. Donc voilà. Donc juste pour dire, normalement le vrai terme pour vous c'est plutôt dire sombre pour les deux cas. C'est plutôt sombre, mais moi-même ça m'arrive de dire beaucoup de dire matière noire. Oui, moi ça sort tout seul. Mais c'est vrai que en tant que journaliste c'est bien de savoir aussi. J'essaie de faire plus attention. Voilà, c'est ça la raison de l'utilisation d'une autre terminologie, c'est que ça traduit le fait qu'on n'en sait pas grand-chose. Oui. Après, je trouvais que ça permettait de dire matière noire et énergie sombre, ça permet de faire une séparation effectivement entre les deux pour pas avoir le sentiment que c'est la même chose, mais voilà. Mais c'est vrai. C'est pas parce que la matière noire, finalement, on n'en sait pas plus que l'énergie que l'autre. Alors justement, allons-y. On va voir à quoi ça ressemble. Tac, on va se mettre comme ça. Alors je vais essayer de mettre votre PowerPoint au milieu. On va voir ce que ça donne. Hop, je vais remettre mon petit. Voilà. On va passer sur le mystère de. Ce que je voulais signaler, c'est que c'était le contexte d'Euclide, c'est le fait qu'aujourd'hui on sait aujourd'hui on constate qu'on vit dans un univers dont l'expansion est accélérée, mais là quand je faisais cette présentation, je voulais rappeler que c'est pas un fait établi depuis si longtemps, et d'ailleurs que l'univers soit en expansion, c'est pas du tout un fait établi si clairement depuis si longtemps. L'expansion de l'univers, c'est quelque chose un concept qui est vraiment né déjà assez loin dans le déroulement du XXe siècle. Einstein, quand il propose la théorie de la relativité générale, il ne la propose pas dans un contexte cosmologique, il la propose dans un contexte d'explication de la gravité comme ayant une origine dans la géométrie de l'espace-temps même. Et au moment où il le fait, il
il s'aperçoit que s'il veut que cette équation rende compte d'un univers qu'on pense statique à l'époque, il doit rajouter une constante dans cette équation, qui est sa fameuse constante cosmologique. Donc au moment où il le fait, la pensée physique, c'est qu'on vit dans un univers stationnaire. Et c'est que plus tard, en 29, quand Hubble fait sa mise en évidence que quand on regarde des objets qui sont des nébuleuses, ils sont en fait situés extraordinairement loin de nous, et en plus, plus ils sont loin et plus ils donnent l'impression de s'éloigner à grande vitesse de nous, qu'il faut conclure que non, l'univers est grand et il est dynamique. Et ça amène un certain nombre de gens à travailler le cadre de la relativité générale pour produire une description relativiste générale de l'univers. Et ça, c'est un point clé quand même, parce que ça veut dire que le travail qu'on fait, là, il a un cadre théorique. C'est pour ça qu'on a pu inventer, entre guillemets, matière noire et énergie noire. C'est parce que c'est en utilisant ce cadre théorique et en y insérant les observations qu'on fait, on arrive à dire, s'il existait ceci à l'intérieur de ce cadre, alors on expliquerait la dynamique de l'expansion. Et c'est un peu plus tard, en fait, ce modèle-là qu'on voit, ce dessin qui montre l'expansion et un historique de l'expansion, lui, son cadre a été mis en place, en fait, dans le courant des années 60, avec la découverte de l'émission du fond cosmologique micro-ondes, qui est tout autour de nous, ça, oui, qui est la relique, en fait, de l'époque où matière et lumière se séparent. Le Big Bang a lieu. C'est ce qu'on voit le CMB là, c'est ça? Quand on dit voilà, le fond CMB, diffus. C'est le fond cosmique micro-ondes. Le Big Bang a lieu avant, 370 000 ans avant. Pendant ces 370 000 ans, l'univers, c'est un plasma hyper chaud, d'abord de particules élémentaires et puis de noyaux et d'électrons et de photons, au fur et à mesure c'est vrai que c'est bien de rappeler que l'univers a commencé par une expansion, d'ailleurs, parce que là, finalement, l'énergie noire, c'est une question d'expansion, et là, c'est une expansion dès le départ, d'après ce qu'on sait, en tout cas. Et alors, au départ, donc en 1964, et pendant très longtemps, la cosmologie, elle va travailler à partir des observations de ce fond micro-ondes. C'est celui-là qu'on va étudier. Alors, donc la découverte, c'est Penzias et Wilson. C'est de là que date l'établissement d'un scénario avec le Big Bang au départ et cette physique qui nous explique d'où vient cette émission micro-ondes. C'est l'étude par des satellites comme COBE, WMAP, Planck, COBE et WMAP plutôt, parce que Planck, on avait déjà, c'est vraiment la période où on change de paradigme, mais on va regarder l'homogénéité de ce fond d'émission cosmologique, ces fluctuations qui nous donnent des informations sur les propriétés de l'univers à cette époque-là. C'est de là qu'on construit un univers dont l'expansion est d'abord extrêmement rapide et puis ralentie du fait de sa masse. C'est-à-dire ralenti du fait de sa masse, donc plus il y a de masse dans l'univers et plus son expansion ralentit. La géométrie de l'univers, c'est son contenu en masse et énergie. Donc plus il est massif et plus il a une capacité à s'opposer à cette impulsion d'expansion qu'il a au départ. Et donc ce qu'on voit prioritairement quand on regarde le CMB, c'est cette première partie de la vie de l'univers, dans lequel la dynamique de la structure de l'univers est dominée par son contenu en masse. Et ce qu'on voyait ce que les données nous montraient jusqu'à cette époque, c'est que l'univers était apparemment assez bien réglé pour que le contenu en masse total l'amène à arrêter de s'agrandir à l'infini. C'est-à-dire que l'expansion ralentit et de façon, pas exponentielle, mais de façon asymptotique, elle s'arrête. Donc à l'infini, à t égale l'infini, l'univers n'est plus en expansion. Oui, ça c'était la théorie.
Ça, c'est quand moi j'ai appris la physique. Oui, voilà. En 98, c'est ça que je mettais en bas. En 98, en fait, on a mis en évidence qu'il y avait une catégorie de supernova qui avait le bon goût de pouvoir servir d'échelle standard. C'est-à-dire, on pouvait, à partir de propriétés observées des supernovas, remonter à des propriétés absolues de la supernova, comme sa luminosité. Et une fois qu'on a une propriété absolue, on compare à une propriété apparente et on a une mesure de la distance. Donc ça, c'était ça, juste pour dire, quand vous dites standard, c'est surtout qu'on a une mesure de distance qui est assez fiable, finalement. Qui est indépendante oui, voilà, indépendante de ça. Qui ne se déduit que de propriétés observables. Oui, voilà. Qui est indépendante d'un modèle. Parce que ça, on pourrait faire tout un truc sur comment on calcule les distances de l'univers. C'est compliqué, mais oui. Ça, c'est compliqué. Mais donc voilà, on a une façon de calculer la distance qui est indépendante de l'autre façon qu'on a de calculer la distance de façon observationnelle, qui est le décalage vers le rouge. Oui. Et c'est la relation entre ces deux-là qui nous dit quelque chose de la cosmologie. D'accord. Donc décalage vers le rouge, quand on dit ça, pour dire rapidement aux gens, ça veut dire que quelque chose s'éloigne finalement. Et décalage vers le bleu, c'est... Enfin, justement, mais en résumé, c'était comme ça qu'on apprend en physique. Mais ça ressemble à ce qui se produirait si elle s'éloignait. Oui, mais pas forcément. Mais en fait, dans l'univers relativiste général, c'est ce qui se produit quand un rayonnement lumineux se propage dans un univers en expansion. Oui, voilà. Alors en expansion, justement, c'est ça qui est compliqué à résumer. S'il n'y avait pas d'expansion de l'univers et que les objets étaient statiques, il n'y aurait pas de décalage vers le rouge. S'il n'y avait pas d'expansion de l'univers et que les objets s'éloignaient les uns des autres, il y aurait un décalage vers le rouge. Là, il y a expansion de l'univers et mouvement des objets, donc il y a beaucoup de raisons d'avoir des décalages spectraux. Et le décalage cosmologique, lui, il est lié au fait que la lumière se propage dans un univers en expansion. Alors justement, je voulais passer au moins 2 minutes au moins pour rappeler un peu ce que c'est que l'expansion, puis même pour moi, j'ai parfois un peu de mal à bien imaginer, mais moi je me souviens que le truc le plus parlant qu'on m'avait dit, c'était un peu comme un ballon qui gonfle, sur lequel on a posé des points finalement, et finalement on fait gonfler le ballon, donc en fait c'est pas les points qui s'éloignent l'un de l'autre, mais c'est vraiment tout le ballon tout l'univers qui s'éloigne en tout point finalement. Sauf que j'ai l'impression que là il y a un centre quand même, donc. Voilà, le problème de cette image-là, c'est que il donne l'impression qu'il y a un centre, il donne l'impression mais ce centre n'appartient pas à la surface du ballon. Hein. C'est un point important. Oui. Donc, du point de vue de l'univers à 2 dimensions, qui est la surface du ballon, il n'y a pas de centre. Malgré tout, le problème de ces images-là, c'est qu'elles amènent la question, oui, mais ça s'étend dans quoi? Oui, c'est ça. le ballon, il s'étend dans la pièce. Oui, voilà. Alors, il y a un autre référentiel en fait à côté. Là, nous, on est dans l'univers, donc. Donc, en fait, tout ça, ce sont vraiment des images pour essayer d'expliquer ce que c'est. Moi, j'aime bien aussi. Je teste en ce moment l'image parce que je fais pas mal de conférences dans des lycées ou des collèges et d'essayer d'expliquer. L'effet de l'univers en expansion, de vivre dans un univers en expansion, si on le ramène à notre échelle, c'est de dire que du jour au lendemain, d'un jour sur l'autre, il me faut un peu plus de temps pour aller de chez moi au lycée. Je passe toujours par les mêmes endroits, mais ça me prend plus de temps. Et les gens qui viennent au lycée, mais en partant d'un côté opposé à là où j'habite par rapport au lycée, ils observent la même chose. Donc c'est pas que le lycée s'est rapproché de chez eux, il s'est aussi éloigné de chez eux. C'est peut-être encore plus perturbant de dire ça, à imaginer. Tous les jours. Tous les jours, c'est un peu plus loin. Et c'est un peu ce qui se passe, parce que de toute façon, la mesure des distances, ça se fait forcément en échangeant de l'information. Donc c'est des photons qui se propagent, donc des gens qui marchent d'un point à un autre, c'est une façon de mesurer des distances. Il n'y a pas dans un univers relativiste général, il n'y a pas d'événement simultané entre 2 points. Il faut forcément du temps pour passer d'un endroit à un autre. Oui, puis c'est ça qui est un peu perturbant aussi, c'est de se dire, parce que quand on imagine toujours par rapport aux planètes, par rapport aux galaxies, que la distance entre chacune s'éloigne, etc. Mais en fait, c'est en nous-mêmes aussi. Enfin, je veux dire, que ce soit sur Terre, c'est l'univers complet, donc c'est même les distances entre. Complet, mais ce qu'il faut voir, c'est que justement, comme la géométrie est dominée par le contenu en masse et énergie, il y a des endroits où on ne ressent pas encore l'expansion de l'univers. Oui, mais il y a quand même l'effet est quand même local. Oui, voilà. Mais l'effet existe quand même. Disons, il est tellement nul que voilà. Il est là. Et donc justement, c'est le. Alors,
donc, ce qu'on a vu en 90, c'est qu'en fait, si on veut expliquer la relation entre la distance observée de ces supernovas et leur décalage spectral, la seule façon de le faire, c'est de supposer que l'expansion de l'univers s'est accélérée depuis la deuxième moitié de sa vie. Et ça, donc ça amène. Donc il y avait toujours cette histoire d'essayer de savoir quel est le destin de l'univers en fonction du scénario dans lequel on était. Hein. Donc avant qu'on fasse des mesures assez précises des fluctuations observées sur le CMB, il y avait cette question de savoir est-ce que l'univers va finir dans un Big Crunch ou pas. Big Crunch, c'était que ça revienne condensé. Voilà. Ouais. S'il y a trop de masse, au final, l'expansion, non seulement elle ralentit, s'arrête, mais en fait, elle part dans le sens inverse. L'univers s'effondre sur lui-même. Ce qu'on voyait avant qu'on découvre en fait l'énergie noire, c'est que les conditions initiales étaient telles que non, il allait plutôt. Et même vous dites énergie noire, vous voyez. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on est dans une phase d'expansion accélérée. Donc, elle se situe. Alors, après, on peut regarder quelles sont les échelles spatiales de l'univers qui sont actuellement dans cette dynamique d'expansion. Donc, actuellement, ce sont des échelles qui sont bien plus grandes que les échelles d'amas de galaxies. C'est des échelles, des filaments de matière noire qui sont à cet endroit où l'énergie noire domine l'expansion de l'univers. Et dans les échelles plus petites, on est encore dominé par l'effet d'attraction de la gravité liée à la matière, en particulier la matière noire. Mais si on extrapole, comme en fait, alors ça c'est une propriété un peu particulière de l'énergie noire, quand l'univers s'étend, son volume augmente, sa densité de matière diminue, parce que la matière ne se crée pas, elle est là, mais pas la densité d'énergie noire. La densité d'énergie noire reste constante. Et donc, on n'a pas d'explication pour ça. Hein. Il faut qu'elle ait ces propriétés pour expliquer la dynamique observée. D'accord. Et de ce fait, ça veut dire que plus on laisse l'univers évoluer, et plus les échelles auxquelles l'énergie noire est finalement dominante par rapport à la matière noire deviennent petites. Donc aujourd'hui, l'échelle sur laquelle c'est l'énergie sombre qui domine, c'est plutôt l'échelle des grands filaments de matière noire. Dans le futur, ça sera l'échelle des amas de galaxies, et puis l'échelle des galaxies, et puis l'échelle des étoiles et des systèmes solaires, et ainsi de suite. D'accord. Ouais. Et ça, c'est une telle extrapolation que c'est très probablement faux. Ah oui, d'accord. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'en pensent les spectateurs, en tout cas, est-ce que c'est trop, c'est vrai qu'on va peut-être un peu loin déjà directement d'emblée, mais c'est un peu... Ce que j'aime dire à ce propos, c'est que c'est déjà tellement compliqué de dire le passé que faut pas se lancer dans une extrapolation à partir de ce qu'on connaît. La prédiction, c'est catastrophique. Oui, c'est sûr. Là, donc, surtout à partir de quelque chose qu'on connaît si peu. Surtout les prédictions catastrophistes du style l'univers va terminer dans ce qu'on appelle un big rip, c'est-à-dire que l'énergie noire dominera même l'échelle subatomique et donc tout sera détruit par l'énergie noire. Ah, ça, je connaissais plus le rip. Moi, on pensait souvent le côté que ça va finir par être gelé, vu que si à force que tout soit éloigné, il n'y a plus rien et tout devient un peu figé, mais ouais. Même si c'est vrai que du coup ça pouvait se dire, alors est-ce que l'énergie va continuer à partir de rien, il y a bien une limite aussi. Voilà, c'est compliqué d'extrapoler sur quelque chose qu'on comprend pas. Mais alors ça c'est l'idée que peut-être s'il y a une contraction, que ça revienne. À un moment il va y avoir une force de résistance et que ça repart. Bon, à nouveau, tout ça c'est des scénarios qui impliquent quand même une connaissance sur soit des composantes de l'univers, soit des échelles auxquelles on sait que pour l'instant la théorie fonctionne pas. Il y a en particulier il y a un problème fondamental qui est que la théorie de la relativité générale et la théorie de la mécanique quantique sont incompatibles l'une avec l'autre. Oui.
On va peut-être pas remettre la couche de mécanique quantique aujourd'hui, parce que là, sinon, ça va être... Voilà. Et donc, il y a même des si c'est lié, bien sûr. scénario là qui est derrière moi, auquel on sait qu'on ne peut pas négliger les effets quantiques. Or, on sait qu'ils ne vont pas très bien ensemble. Donc, donc faut faire attention à pas. Ça serait imaginer, j'imagine, l'effet de l'énergie noire justement à l'échelle quantique. Alors, par exemple, où là, ça va être un... Mais bon, là, bon courage de faire ça. D'accord. Oui, on n'a pas trop fait. Je me rends compte, on n'a pas trop fait. On a parlé du coup énergie noire, donc qui était donc l'énergie qui serait. Enfin, on a appelé énergie sombre donc parce qu'on sait pas trop quelle est l'énergie qui accélère l'expansion de l'univers. Et la matière sombre, du coup, on en a pas trop parlé, mais donc c'était parce que ça, on observe les comportements d'étoiles et on sait qu'il manque de la masse. Donc c'est ça la matière sombre, c'est tout. En fait, on sait qu'il faut qu'on rajoute. Alors, on observe que la dynamique d'un certain nombre de systèmes s'explique mal à partir de juste la gravitation et la masse que l'on peut mesurer de ces objets. Alors, c'est pas vrai dans le système solaire, par exemple. Dans le système solaire, la masse des objets et la gravitation, ça permet de très bien calculer les choses. Mais déjà, à l'échelle d'une galaxie, on a observé que la rotation des galaxies sur elles-mêmes et la vitesse de rotation des galaxies en fonction du rayon, ça s'explique mal avec ce qu'on pense être capable de déduire de la masse de ces galaxies, sur la masse de ces galaxies à partir de la luminosité des étoiles. D'accord. Ouais. Alors, donc ça c'est un fait, ça c'est Vera Rubin qui l'a mis en évidence, mais même avant elle, dans les amas de galaxies, la dynamique des galaxies dans les amas de galaxies, qui donc se tournent autour les unes des autres, elle était difficilement explicable avec la masse qu'on était capable d'estimer de ces galaxies. Et c'était pas des désaccords de 20-30%, c'est des facteurs 10. Hein, oui, facteur 10 quand même, oui, d'accord. Ouais. Et donc c'est de là que date cette notion qu'il y a plus de masse dans ces systèmes que ce qu'on est capable de mesurer. Oui. Historiquement, du coup, la matière noire, matière sombre, c'est arrivé avant l'énergie sombre, en tout cas. Exactement, c'est arrivé avant et pas du tout dans un contexte cosmologique. Oui. Mais dans le contexte cosmologique, elle a surgi aussi pour expliquer la dynamique de l'expansion de l'univers. Oui. C'est-à-dire cette dynamique de l'expansion de l'univers, elle doit, comme l'équation d'Einstein dit, la métrique, c'est-à-dire la métrique et la géométrie, c'est-à-dire la façon de mesurer et la géométrie de l'univers sont égales à son contenu en matière et énergie. Si je mesure la géométrie de l'univers, je suis en train de mesurer la masse et les deux doivent s'égaliser. Or, ils sont pas du tout égaux si on ne rajoute pas artificiellement de l'ordre de. Alors, aujourd'hui, on est plutôt sur un facteur à peu près 5 au niveau cosmologique. Il y a à peu près 5 fois plus de matière sombre qu'une matière ordinaire. De matière et énergie comptabilisée, quoi. Donc c'est là qu'on est obligé de se dire, est-ce qu'on n'est pas en train de faire juste qu'on a mal compris les théories derrière, vu que c'est toujours ça qui est assez perturbant, de se dire comment ça se fait alors qu'il y a... Moi je pense qu'on est dans un moment qui potentiellement ressemble beaucoup à celui de Copernic, c'est-à-dire où finalement, c'est ce que j'essaie d'expliquer en conférence, le système géocentrique, il n'est pas faux. Parce qu'on peut toujours prendre un référentiel pour un système physique quelconque lié à n'importe quel point de ce système. Donc, le système géocentrique, donc pour dire, c'est tout tourne autour de la Terre, par exemple. Voilà, c'est que tout tourne autour de la Terre, le Soleil. Et d'ailleurs, moi, je me souviens quand on fait souvent de la vulgarisation là-dessus, on dit en fait, Copernic, il a dû mettre en place, il a dû proposer ce système héliocentrique, donc tout tourne autour du Soleil, parce que le système géocentrique ne marchait plus. Il n'est pas tout à fait vrai. Il marchait encore, mais il devenait de plus en plus complexe. Il fallait rajouter des orbites dans des orbites, et puis il commençait à montrer des choses un peu étranges, comme le fait que sur les planètes Mercure et Vénus, il y avait des propriétés communes qui étaient strictement différentes de propriétés qui affectaient Mars, Jupiter, Saturne.
Et ça, c'est simplement dû au fait qu'il y en a qui sont à l'intérieur de l'orbite terrestre et d'autres qui sont à l'extérieur de l'orbite terrestre. Donc il y avait des effets bizarres dans ce modèle, arbitraires. En tout cas, à l'époque, il semblait arbitraire, qu'ils se demandaient, bon, on fait ça pour expliquer, mais c'est bizarre, on comprend pas. Et qui disparaissait une fois mis le Soleil au centre. Il y a beaucoup moins de paramètres dans le système héliocentrique de Copernic qu'il y en avait dans le système géocentrique de Ptolémée modifié. Et donc, ce que j'aime bien dire, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un système dans lequel on a une théorie de la relativité générale qui fonctionne très bien pour décrire l'univers, à ceci près que 95% du contenu en matière et énergie qui est nécessaire à expliquer sa géométrie et son évolution est de nature complètement injustifiée. Oui, d'accord. C'est une bonne comparaison, oui, je l'avais pas entendu celle-là avec le. Effectivement. On est potentiellement à un moment comme ça. Bon, alors, il est sans doute plus complexe à résoudre. Parce que là, on peut se dire, voilà, personne n'a trouvé une idée aussi simple, parce qu'à l'époque, c'est venu assez vite finalement de se dire, bah finalement, avec le Soleil, ça marche quand même mieux quand on voit les choses, mais. Je pense qu'il faut se remettre dans une époque où, quand même, on sait pas faire. On sait pas calculer des dérivés, on sait pas calculer des intégrales. En termes de ce qu'on savait faire comme mathématiques, c'est un changement qui était redoutable. Oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, ça nous semble, à nous physiciens, peut-être un défi énorme de dire par quoi on pourrait remplacer la relativité générale. Mais je ne suis pas certain qu'il soit tellement plus grand que celui auquel ont dû faire face des gens comme Kepler, Copernic. Moi, je suis toujours admiratif que Kepler ait sorti ces 3 lois sur les orbites des corps célestes à partir simplement des observations de Tycho Brahe et de ce qu'on savait faire comme calcul à l'époque. C'est vrai. Donc en gros, la solution viendra des mathématiciens finalement. Il faut qu'ils trouvent de nouveaux outils, peut-être. Il faut pas les négliger. Ouais, c'est ça. Il a beaucoup dialogué avec des mathématiciens pour arriver. Oui, les points carrés à l'époque, c'est vrai. Produire les outils dont il avait besoin pour mettre en place sa théorie. Donc, Bobinette qui dit toujours intéressant de se rappeler l'histoire des sciences, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'avais une question de quelqu'un qui est pas là aujourd'hui, enfin, je me souviens plus qui c'est exactement, mais c'était une question que je voulais vous la poser, mais est-ce que finalement l'énergie noire, c'est pas un nouvel éther? Parce que c'est vrai qu'on parle d'histoire des sciences. Pour rappel, l'éther, c'était un peu on imaginait que l'univers était rempli d'éther pour expliquer pourquoi est-ce que la lumière était une onde qui pouvait se propager, avant de comprendre que donc c'était pas, il y avait une nature plus complexe, en tout cas de la lumière qui avait pas besoin, qui pouvait voyager dans le vide. Donc, est-ce qu'on pourrait dire ça un peu, ce genre de comparatif aussi? Alors, je crois que ça colle pas. Enfin, il y a des problèmes liés à l'énergie noire qui font que on peut pas vraiment l'assimiler à un fluide ou quelque chose qui remplirait l'univers. En particulier, cette histoire qu'elle se dilue pas. C'est plus compliqué que ça. Donc, il y a différentes. Par exemple, dans l'équation de la relativité générale, il y a la place pour cette constante cosmologique et le modèle standard aujourd'hui de la cosmologie, c'est celui qu'on appelle lambda CDM, donc qui a une valeur de la constante cosmologique lambda plus de la matière noire froide, cold dark matter, et donc il fonctionne, hein, c'est celui-là. Mais quand on regarde qu'est-ce que ça veut dire comme énergie, on a du mal à trouver une explication physique à la valeur de ce lambda. Donc on est plutôt en train de chercher du côté de alors soit l'existence d'une cinquième force par rapport aux 4 connus. Alors c'est un peu compliqué de dire 4 parce que dans la relativité générale, la gravité c'est pas une interaction fondamentale, c'est autre chose. Mais aussi rajouter des champs scalaires dans l'équation d'Einstein. Ah oui, ça me rappelle les souvenirs ça de maths, mais voilà. Les champs scalaires. Ou des théories qui englobent la relativité générale. J'ai vu passer une question. C'est vrai que il est aussi possible que la relativité générale qu'on a testée à des échelles qui sont des échelles du système solaire, des échelles des étoiles, qu'à l'échelle de l'univers, on ait des corrections à y apporter.
Oui. Et que c'est justement de ces corrections relativistes générales à très grande échelle que naissent la chose qui se comporte comme une énergie. Voilà, en fait, ça, le terme. Ce qu'il faut voir, c'est énergie sombre et matière sombre. Ça correspond, alors pour matière sombre, à quelque chose qui se comporte comme si ça pesait. Oui, c'est ça. Hein, et l'énergie noire, ça se comporte comme si ça exerçait une pression. Oui. Mais après tout, ça peut être quelque chose dans la théorie elle-même, dans l'expression de la théorie elle-même, qui génère un terme de masse ou un terme de pression. Oui, c'est ça qui est... On n'a pas... Voilà. Dans la théorie qui engloberait la relativité générale et qui, aux échelles où on a été capable de la tester, se réduirait à la relativité générale, il pourrait y avoir des termes qui ont ce comportement. Un peu de la même façon que à l'échelle du système solaire, pour pratiquement tous les problèmes dynamiques, la relativité générale se réduit à la mécanique newtonienne. Mais pour certains effets de précession, de choses comme ça, il faut qu'on en appelle à la relativité générale pour être suffisamment précis. Oui. Et là, donc peut-être qu'on manque d'une échelle supplémentaire. Et voilà, peut-être que là, on manque d'une échelle supplémentaire, ce qui n'est pas complètement inenvisageable vu qu'on est en train de travailler sur l'échelle la plus grande possible, qui est celle de l'univers. Donc, il faut rester modeste. On arrive déjà à voir tellement de choses et tellement loin aussi, ça semble. Il y a des corrections à apporter à cette échelle-là par rapport à ce qu'on a pu faire jusqu'ici. C'est sûr. Du coup, donc voilà, ça répond un peu à la question d'Arcator, je pense, qui parlait justement qu'il y avait d'autres différentes formes, en tout cas selon la relativité générale, et d'autres qui se passeraient à d'autres endroits. Oui, c'est typiquement par ces choses-là qu'on peut essayer de tester en faisant ces expériences-là. D'accord. Et d'ailleurs, il se construit dans la réflexion des physiciens des théories supplémentaires. Il y a des théories alternatives et puis il y a des théories supplémentaires dans lesquelles on va essayer de prédire des effets observables. Ça résume un peu le graphique qu'on avait dit tout à l'heure, enfin en tout cas le graphique résume que le 5% gris c'est celui donc de matière connue et le reste c'est ce qui serait un peu inconnu donc... Vous avez mis noir dedans d'ailleurs, hein. Vous mettez un peu oui, noir ou sombre. Je suis pas d'une cohérence absolue parce que on bascule de l'un à l'autre très facilement. Enfin, on a des habitudes quoi. Comme on dit, c'est dark en anglais, donc c'est vrai qu'on gardait. Mais alors là, il y avait un petit truc pour mesurer, c'est faire de la cosmologie, mais ça, voilà, pour montrer. Voilà, on va revenir sur que faisait Euclide. Alors là, je cache la constante. Attendez, je vais vous remettre. Là, voilà. Voilà, j'aime bien de temps en temps rappeler, même si elle est quand même très compliquée, mais ça c'est l'équation de la relativité générale et en fait j'ai mis de la couleur pour montrer les termes qui sont liés à la courbure ou à la métrique. Les termes en R c'est la géométrie de l'univers et le G là c'est la façon de mesurer des distances dans l'espace-temps. Donc ça c'est la structure. D'un côté c'est la géométrie et son évolution et le T là c'est le contenu en masse et énergie. Donc on voit bien que la relativité générale, c'est ça qu'elle fait. Hein. Elle met une égalité entre des termes de géométrie et... J'ai un fusible qui a fondu, dit Arcator. Et c'est une des versions les plus simples, je pense, de montrer. Mais bon, en fait, il y a une version plus simple qui arrive à collationner entre les deux premiers termes, mais finalement, on y voit... Et on peut mettre lambda égale 0. Hein. Ah oui. Et ça, c'était l'univers qui accélérait pas. Il y avait lambda égale 0. Et, donc là, ce serait l'accélération qu'on voit. Okay. Voilà. Et avec l'accélération, en fait, c'est lambda égale -1. Ah oui. Si vous voulez tout savoir. Voilà, par contre, même moi, je me perds aussi maintenant. Donc, en tout cas, voilà, ça, c'est pour revenir un peu sur pourquoi on parlait de ça et que va faire Euclide. Donc, satellite Euclide, là, on revoit un petit peu des petites photos. Et donc, on a vu, voilà, que maintenant, donc, ces premières images ont montré qu'en tout cas, il marche avec son télescope d'1,2 mètre. Où vous mettez que c'était sans doute un des meilleurs télescopes alors, on va dire, au monde et de l'espace. Là, c'est sans doute un des meilleurs télescopes civils. Civils, ah oui. Parce que je suis persuadé qu'il existe des télescopes militaires qui sont meilleurs que ça. On en connaît un peu certains, c'est vrai, il y en a qui seraient encore mieux faits avec un meilleur budget aussi peut-être. Mais à titre d'exemple, en fait, donc il y a un satellite, il y a un projet, une mission américaine qui s'appelle Roman, qui doit partir en 2027. Nancy Roman, le quintier de Nancy Roman. Ouais.
et qui va faire aussi un peu de la cosmologie, mais pas que ça. Et il y a 6-7 ans, quand il s'est agi de décider de le faire ou non, tout à coup, il y a une agence de surveillance américaine que personne connaissait, qui s'appelle NRO, qui a dit, si vous voulez, moi j'ai dans un entrepôt 2 télescopes de 2 mètres équipés d'un système de pointage extrêmement fiable, dont j'ai plus l'usage. D'accord. Ah, ça, je savais pas l'histoire, d'accord. Et ces télescopes, ils sont de la qualité du Hubble. Oui, du coup, c'est au-dessus du. 2 mètres, c'est encore mieux que. Il y en avait 2 stockés dans un entrepôt, qui n'ont pas été envoyés alors. C'était qui n'ont d'abord. pas été envoyés, donc ça donne une petite idée de ce qu'il y a au-dessus. Oui, d'accord. Ça, c'est des sphères, quoi. Oui, voilà, ça c'est. Des télescopes de rechange. Le vide-grenier, ouais, c'est ça. Le jour où il faut un vide-grenier, il y aurait de quoi faire, ouais. Donc, et c'est pareil quand le James Webb a été proposé. Je pense que vous avez tous vu la séquence de déploiement du James Webb. Oui. C'est qui était assez folle, une firme américaine là, qui s'appelle Northrop Grumman qui le fait. Dans les premières présentations de ce projet, il y avait quand même des gens dans les auditoires pour dire mais attendez, ça marchera jamais ce truc. Oui. Ça semblait fou. En tout cas, et les gens de Northrop Grumman disaient si on a une bonne confiance que ça oui, d'accord. C'est faisable. Genre, on l'a déjà fait, quoi. Ah oui, d'accord. Ah, j'avais pas ces coulisses-là. C'est vrai que comme on reste toujours dans le côté scientifique, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir le lien avec le privé. C'est intéressant et parfois, je dirais, un peu flippant quand même. Oui, c'est là qu'on se dit, ah oui, quand même. Parce que pour quand même. Mais bon, ça, c'est l'échelle américaine. Enfin, je pense que c'est l'échelle. Après, quand on voit quand on voit le budget derrière... Le budget américain de la défense est largement, très très largement supérieur au suivi spatial, donc effectivement. Mais bon, donc c'est bien de savoir au moins. C'est dommage de se dire alors qu'il y a peut-être donc dans l'espace des télescopes qui sont rivés sur la Terre pour observer tous les mouvements de troupes et qui pourraient juste peut-être qu'ils pourraient marcher en se retournant et regardant ailleurs. Je me souviens d'un projet comme ça, un télescope, une petite expérience infrarouge qui avait ces 2 modes de fonctionnement. Il y avait un mode de regarder vers le bas et un mode de le regarder vers le haut. D'accord. Bon, d'accord. C'est intéressant de savoir. C'est plus tellement d'actualité de partager le civil et le militaire. Oui, du coup. Ouais. D'accord, bon, c'est bien. Bon, au moins, donc là, on revient donc sur les pauvres budgets alloués à la science. Ne nous plaignons pas. Euclid, c'est un satellite qui a coûté 1,4 milliard d'euros, donc c'est qui est tout de même un bel instrument. Oui, voilà. Pour surveiller le Mandélis. Oui, c'est ça. Ouais. Vérifier que ça bouge pas trop, que ça sert pas d'excuse au retard. C'est l'expansion. C'est ça. C'est vrai, ça rappelle par rapport au truc de tout à l'heure. Donc oui, alors là, une petite liste des instruments. Donc c'était vis, en tout cas, l'instrument, on va dire, optique principal, là, on peut dire. Il faut que je parte par là. Voilà. Là, on voit à droite, c'est l'instrument vis. Ah, celui-là, oui, d'accord. En fait, le plan supérieur, c'est les détecteurs CCD. En fait, cet instrument, il n'a pas d'optique. Sa seule optique, c'est celle du télescope. Voilà. C'est un plan de détection de CCD. Et voilà. Et il n'y a pas d'autre optique que celle du télescope pour avoir justement la meilleure qualité d'image possible. Et puis à gauche, c'est l'instrument NISP. Alors lui, il a de l'optique. En fait, ce qu'on voit sur la droite, c'est la partie détecteur. Et sur la gauche, voilà, ça c'est donc la boîte contient les détecteurs. Ici, là, ça c'est les détecteurs. Et puis sur la gauche, on voit une lentille et puis cette grande boîte là qui est circulaire, qui contient 2 roues, une qui contient des filtres pour faire des images dans 3 bandes infrarouges et une autre qui contient ce qu'on appelle des grismes, c'est-à-dire des prismes objectifs, des choses qui dispersent la lumière dans une direction. Donc, ce qui me permet de faire la spectroscopie des objets dans le champ. Alors, en fait, ça vient disperser la lumière de tous les objets qui sont dans le champ. Et charge à nous après d'aller extraire ces données. Et en fait, on s'en sert, c'est ce que j'ai écrit là. Donc, la spectroscopie des galaxies, ça va nous servir à mesurer le décalage spectral. On va repérer dans le spectre une raie particulière qui est la raie H-alpha, combinaison d'hydrogène. Et en repérant sa longueur d'onde, on va calculer le décalage spectral qui est dû
à l'expansion de l'univers entre le moment où la lumière a été émise et le moment où on la capte. Donc en première approximation, c'est la distance. Mais seulement en première approximation, en fait, c'est une fonction de la distance, et cette fonction de la distance, c'est la cosmologie qui la donne. Donc ça va nous servir à une des deux façons de faire de la cosmologie avec Euclide. Et après, oui, là, on peut voir du coup. Enfin, les yeux, je vais finir. Et après, les deux autres, il fait des images pour mesurer des formes de galaxies, enfin des formes des images de galaxies, et l'imagerie infrarouge, elle nous sert à avoir une idée de la distribution d'énergie en fonction de la longueur d'onde pour chacune des galaxies, qui nous, quand on le combine avec d'autres données qu'on collecte depuis le sol, va nous permettre de localiser approximativement l'objet dans l'espace. Donc d'avoir une mesure approximative de sa distance et faire ce qu'on appelle de la tomographie, c'est-à-dire être capable de mesurer des choses à différentes distances dans l'univers et de regarder du coup l'évolution de certaines propriétés de structure. D'accord. Et donc, je voulais passer justement à cette partie-là aussi quand même, vu que c'est ça qui est important, mais finalement, comment est-ce que Euclide va aider alors pour l'énergie noire? Euclide, il y a une petite partie, je crois... Attendez, je vais remettre comme ça. Hop. Donc il y a une partie en tout cas d'Euclide qui va être utile pour la matière sombre. Ça c'est sûr, il y a déjà aussi une petite étude, mais c'est pas l'objectif principal, c'est surtout l'énergie sombre. Donc ça, dans les faits, concrètement, c'est pourquoi, par rapport à ce qu'on a vu au début aussi, comment est-ce qu'on joint finalement les deux là? Ouais, en fait, ce qu'il faut peut-être voir, c'est que donc la matière sombre, elle est gravitante, donc elle exerce une force d'attraction. Hein, et l'énergie sombre, elle correspond à une force répulsive. Donc on a un antagonisme dans l'évolution de l'univers et de ses structures entre quelque chose qui a plutôt tendance à créer des structures, qui est la matière noire, et quelque chose qui a plutôt tendance à lisser des structures, qui est l'énergie noire. Et donc, pour arriver à contraindre les deux à la fois, il faut la façon dont on le fait, c'est qu'on va observer l'évolution des structures, des grandes structures spatiales, au fil du temps. Donc on va faire, dans les deux cas, en fait, on cherche à faire de la cartographie spatiale des grandes structures de l'univers. Donc il y en a. Donc la partie qui passe avec les formes des galaxies, c'est qu'on va utiliser l'effet de l'antigravitationnel pour donc cet effet de l'antigravitationnel, c'est le fait que la lumière est déviée par la présence de masse le long de son chemin de propagation. Est-ce que c'est le cisaillement gravitationnel, vu que j'avais ça de côté pour le... Ouais. Je peux vous montrer celui-là? Attendez, hop. Comme ça, on verra avec... attendez, pardon. Hop. Il y avait ça, voilà. Donc, c'est l'image sur la droite, hein, voilà, celle-ci. Ah, plutôt celle-là, oui, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est une véritable image du ciel, c'est un amas de galaxies encore. Et ce que je désigne avec les flèches, c'est des images d'autres galaxies qui sont situées derrière l'amas par rapport à nous, donc des plus grandes distances, et dont l'image est extraordinairement déformée lors du passage à travers le potentiel, à travers la gravité générée par l'amas de galaxies. L'amas de galaxies, par sa masse, il déforme l'espace-temps dans son environnement. C'est peut-être ce qu'on voit ici, du coup, sur celui-là, vu que là, pour voir un peu le trajet jusqu'à nous, c'est peut-être ça aussi qu'on voulait dire un peu. Le trajet de la lumière dans le réseau de matière noire de l'univers. Oui. En haut à droite, c'est un point particulier dans lequel on voit des effets très forts de déformation des images par le biais de l'attraction gravitationnelle exercée par l'amas. Donc cette déformation de l'espace-temps local. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que comme il y a de la matière noire distribuée absolument partout et qu'elle n'est pas du tout homogène, on observe. C'est ça que vous disiez tout à l'heure, qu'elle était sous forme de filaments, etc. En tout cas, voilà, c'est ça qui est assez complexe. Sous forme de filaments, de condensation, et on observe l'univers à travers un réseau de déformation qui est présent tout autour de nous. Donc, ce qu'il faut se représenter, c'est qu'il n'y a aucune image de galaxies lointaines qu'on peut collecter
avec un télescope qui soit strictement fidèle à l'image de la galaxie. C'est comme si on observait tout l'univers à travers une vitre pas tout à fait correcte, donc qui déforme les images qu'on voit au-delà de la vitre. Et ça, c'est partout. Et c'est plus ou moins fort, suivant qu'il y a une concentration de matière noire dans cette direction ou pas. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va en mesurant la forme des images de galaxies, en fait, on cherche à extraire cette déformation, alors qui n'est pas du tout aussi sévère que dans ce cas-là, qui est beaucoup plus faible, hein, c'est de l'ordre du pourcent de changement de forme, et qui signale la présence d'une certaine quantité de matière. Donc le point clé, c'est que bon, les galaxies, elles n'ont pas une forme standard, elles sont toutes différentes, mais malgré tout, ça serait trop simple sinon. Elles sont toutes plus ou moins, ce sont toutes plus ou moins des disques. Et ce qu'on dit, c'est que si j'en prends un suffisamment grand nombre et que je mesure pour chacune la forme, et puis donc en grosso modo c'est le rapport d'axe, hein, je vais les représenter par des ellipses, et puis je vais calculer le rapport d'axe de ces ellipses. Si je fais la moyenne des rapports d'axe mesurés sur une population de galaxies suffisamment grande, s'il n'y a pas de déformation, le rapport d'axe il devrait être 1. Ça devrait être, grosso modo, la forme moyenne, c'est celle d'un cercle. Et s'il y a une déformation systématique du fait de l'existence d'une quantité de masse qui va plutôt... alors, est-ce que... Oula, oui. Il y a des petits... On s'est perdu un moment. Il y a eu des petites baisses de connexion, je pense, ouais. Je sais pas si ça marche toujours. Ouais, moi je vois que ça bouge. Je vois peut-être un peu en décalé d'ailleurs. Faut peut-être couper votre caméra et la remettre pour voir si jamais... Ouais, je vais faire ça. Ah non, c'est bon, ça marche en fait. Ouais, bon, c'est pas grave. Hop. Ça, il y avait une petite désynchro, ouais, c'est pour ça. Ouais. On va voir si ça marche. Des pertes de connexion au CEA apparemment. Je regarde, mais c'est pas l'heure à laquelle il y a des choses qui se déclenchent au CEA. Ah, c'est vrai. Oui. Des choses étranges. donc en faisant ces moyennes, on va être capable de voir l'existence d'une déformation systématique. C'est ça, dans d'accord, une donc certaine rapport direction. d'axe. Et ça nous permet de mettre en évidence qu'il existe là une quantité de matière, ou plus exactement, en relatif par rapport à d'autres endroits, on va mettre en évidence l'existence d'excès de matière par rapport à d'autres. D'accord. Et donc à partir de là, oui, voilà, c'est excès de matière, mais là c'est plus le lien pourquoi? Plutôt pour matière sombre alors? Là on va mesurer pour matière sombre. Voilà. Et après, ce qu'on va faire, c'est que quand on aura cette carte de la distribution de matière sombre, je disais tout à l'heure, on va faire de la tomographie, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la carte qu'on peut produire à partir de galaxies qui sont situées à une certaine distance de nous, et puis un peu plus loin, et ainsi de suite. Donc on aura des séries de cartes à différentes époques. C'est les propriétés de ces cartes qui, elles, sont liées à l'énergie noire. Enfin, en tout cas, c'est un peu ça les cartes, finalement, des coupes comme ça, voilà. Étranges qu'on voit là-dessus. Et des propriétés structurelles de ces cartes, par exemple, quelle est la probabilité d'observer un pic plus grand que quelque chose, quelle est la probabilité que deux structures d'intensité égale se situent à plus ou moins telle distance. Des informations statistiques sur les cartes, elles, nous disent comment cet antagonisme matière noire et énergie noire évolue au fil du temps, et donc ils nous renseignent sur qu'est-ce qui peut être l'énergie noire, parce que d'un autre côté, on va alimenter ça par tout un système de prédiction et de simulation dans lequel on va injecter la physique qu'on pense être probable et tester ces prédictions par rapport à l'observation. D'accord. Donc au final, là, c'est vraiment, on en est encore aux premières étapes finalement. C'est déjà essayer de voir voilà, comment ça se comporte. Et voir un peu. Question de Yoxotot, vous resterez dans une direction. Oui, c'est ça, oui. On fait tout le ciel parce que sinon, il y a un truc qui s'appelle la variance cosmique, qui est que on pourrait, en choisissant une direction a priori, on pourrait tomber pile dans l'axe d'un filament de matière sombre, ou au contraire dans un vide. Donc non, on fait. Alors, tout le ciel, c'était un tiers, je crois. Hein. Je crois que on avait vu au début. C'est-à-dire on fait le ciel sur lequel on peut voir l'univers lointain de façon propre. C'est-à-dire, par exemple, on ne peut pas regarder l'univers lointain à travers la galaxie.
Ah oui, parce qu'il y a la soit galaxie. Voie lactée, oui, forcément. C'est sûr que ça... Et on ne le regarde pas trop non plus à travers le plan de l'écliptique parce qu'il y a toutes les poussières zodiacales de l'écliptique qui nous gênent un petit peu. D'accord, ouais. Donc c'est choisi, voilà, c'est suffisant en tout cas pour avoir déjà... D'accord, même si c'est un biais aussi, on va dire, mais bon, c'est pas... c'est difficile aussi de là Il y a déjà suffisamment de biais qui sont introduits par la nature même des objets qu'on regarde pour éviter de... D'ailleurs, j'y pensais, on parlait donc de Vera Rubin, donc qui était l'astrophysicienne qui a découvert, enfin, fait partie de celle qui a découvert en tout cas la matière noire, qui du coup, il y a un télescope qui va être fait sur Terre, là, qui va être bientôt en train d'activité, le Vera Rubin justement, et lui aussi va étudier, il y aura une complémentarité, je crois, à venir aussi avec ça. Tout à fait, en fait, donc eux, ils ont un télescope qui est au sol, donc ce qu'ils ont de bien par rapport à nous, c'est qu'ils ont accès à... Nous, on n'a qu'une seule bande dans le visible, donc qu'une seule gamme de longueur d'onde observée dans le visible. Eux, ils l'ont découpé en plusieurs tranches. Et donc ça, c'est très intéressant de combiner ces plusieurs tranches avec nos 3 tranches infrarouges pour avoir une information plus précise de localisation de la galaxie en époque dans l'univers. Mais ils sont intéressés par le fait que nous, on a un télescope spatial et donc on a une résolution beaucoup plus... enfin, en tout cas, on a des images beaucoup plus fines que les leurs. Et ça va les aider à distinguer les objets les uns des autres. Parce que comme vous l'avez repéré, quand on regarde l'univers profond avec suffisamment de sensibilité, très souvent, il y a des objets qui se superposent les uns aux autres. Et moins la résolution de l'image est bonne, et plus ces superpositions sont importantes. Et elles rendent difficile la mesure individuelle de chaque objet. Donc on a un programme d'échange d'informations entre les deux pour arriver à tirer le meilleur parti chacun de nos expériences. D'accord. C'est prévu pour quand d'ailleurs le Vera Rubin pour la mise en service? Alors 2024 ou je crois qu'actuellement c'est prévu qu'il commence en 2024. C'est ça, je crois. Mais il y a eu des soucis de mise en route. Enfin, voilà, c'est rien d'exceptionnel, mais voilà. Ouais. C'est pas encore parti. Ok. Bon, très bien. Bon, je vois qu'il est 16h30, alors on va peut-être passer juste un peu conclusion, puis parler vite fait de votre rôle au CEA si ça vous intéresse, ou s'il y a des dernières questions, il faut profiter. Parce que vous m'aviez dit après, vous avez une réunion en plus, donc oui, pas vous prendre trop de temps. J'ai une réunion sur un voilà, autre donc projet. donc c'est pour ça. Hop. Donc si jamais vous avez des questions, voilà, c'est le moment. Moi, je voulais juste vous poser rapidement la question de voilà comment ça se passe votre travail au quotidien au CEA. En fait, c'est plus pour parler un peu le point de vue d'un chercheur, voilà, juste en quelques mots, en tout cas l'expérience. Comment est-ce que vous le vivez? Donc en fait, bon, moi je vais travailler scientifiquement sur Euclide. Ce qui va plus m'intéresser, c'est des problématiques liées aux objets qui sont plus proches. Hein, donc en particulier les objets qui sont dans le programme Early Release. Donc des populations stellaires, voire des galaxies. Il y a un problème qui est assez intéressant, c'est d'essayer de détecter les galaxies compagnons des grandes galaxies, parce que les modèles de formation des galaxies dans la cosmologie type, celle qui est à la faveur du jour, hein, cette lambda CDM, ils prédisent des populations de galaxies, en particulier des populations de galaxies, de petites galaxies autour des grandes galaxies, qu'on a du mal à détecter. Oui. Elles ne sont pas faciles à détecter. Or, c'est des objets qui sont tout à fait dans les cordes d'Euclide. Et donc, on va pouvoir faire du comptage de ces choses-là de façon beaucoup plus précise et exhaustive que ce qu'on a pu faire jusqu'ici. Donc ça m'intéresse pas mal. Et l'autre chose qui m'intéresse et qui ne se voit pas dans les images, parce qu'on l'a retiré exprès, c'est qu'on va pouvoir aussi étudier le milieu interstellaire de notre propre galaxie. Il y a du gaz et de la poussière dans notre galaxie, et il a une structure. Et en fait, il est détectable par Euclide, qui est très très sensible à cette lumière. Alors, on peut le filtrer quand on veut faire des images des galaxies, ou on peut au contraire le mesurer quand on veut regarder ça et comparer justement à l'émission infrarouge de ces mêmes nuages de poussière. Donc là, c'est de la physique du milieu interstellaire qui va être très intéressant. Là, c'est ce que je fais, c'est des thématiques qui m'intéressent d'un point de vue scientifique. Oui, d'accord. Après, sur Euclide, je vais continuer à avoir la responsabilité que j'ai actuellement. Enfin, je vais changer un petit peu l'année prochaine, parce qu'on a un système de roulement. Donc sur ce conseil scientifique, où on est une vingtaine, il y a
il y a un président et un vice-président de ce conseil. Donc actuellement, moi, je suis le vice-président, mais l'année prochaine, je prendrai mon tour de rôle de la présidence de ce conseil-là pour 2 ans. Donc ça fait, c'est assez intéressant parce qu'on voit vraiment ça sera vraiment la période de première exploitation de données cosmologiques de CLID. Oui. Là, il y aura vraiment plus des études vraiment publiées dessus. Pourquoi il a été fait, quoi. Oui, voilà. Donc ça sera assez passionnant d'être dedans à ce moment-là. Là, à titre personnel, vous espérez voir quoi, par exemple, en termes de... Qu'est-ce qui serait bien pour vous, en tout cas, de voir ? Moi, je suis toujours plus intéressé par mettre en évidence des choses qui sont pas ce qu'on attendait, plutôt que par la confirmation de ce qu'on attendait. Donc, comme je l'ai dit, c'est toujours les physiciens qui sont comme ça à dire. Il y a quand même 2 catégories, hein, j'ai observé. Donc, dans le modèle lambda CDM, dans lequel c'est la constante cosmologique qui explique l'énergie noire, dans certaines unités, elle vaut -1. Et moi, je serais très intéressé à ce que... je trouve ça très excitant que ce que CLID montre, c'est que les paramètres de l'énergie noire, tels qu'on les mesure, excluent cette valeur -1 de façon très significative. Ça veut là, du coup, ce serait... Ça veut dire qu'il y a vraiment de la physique à aller chercher dans le secteur astrophysique. C'est-à-dire que c'est dans la relativité, c'est quelque chose d'englobant la relativité générale qu'il va falloir aller chercher. Ouais. Si on confirme lambda égale -1, en fait, là, la problématique, c'est toujours intéressant, mais c'est une problématique qui me parle un peu moins. Ça va être d'essayer de faire coller des explications type énergie du vide ou choses comme ça pour expliquer ce -1. Et donc, on est plus parti vers des problèmes de physique quantique et des choses comme ça qui... Voilà. J'ai l'impression que ça nous échappe un peu. Alors, je dis peut-être... On verra. Peut-être un petit peu, mais donc, voilà. Moi, je suis toujours plus intéressé par mettre en évidence une tension que de confirmer quelque chose qu'on pense depuis longtemps, finalement, sans avoir d'argument pour le dire. Il y a Xotot qui citait Hubert Reeves, apparemment, qui disait c'est toujours mieux d'avoir un résultat presque bon, mais pas tout à fait, pour apprendre plus. Ouais. Donc c'est un peu ça. On va voir un peu. Voilà, c'est ça. Confirmer que c'est que les paramètres de l'énergie noire valident l'interprétation en tant que constante cosmologique, ça nous maintient toujours à ce même endroit qui est oui, mais alors qu'est-ce que peut être la constante cosmologique, tandis que exclure la constante cosmologique, ça nous ouvre sur tout un tas de possibles que je trouve plus fertiles. C'est ça. Là, il y aurait moyen de s'amuser. Mais ça soulèverait encore plus de problèmes aussi, donc c'est toujours pareil, mais au moins c'est excitant. Je pense qu'il faut en prendre son parti. La physique, c'est jamais terminé. Oui, c'est ça. On n'est plus comme à l'époque. Je crois que c'était le baron Kelvin qui avait dit ça à l'époque, que c'était quasiment fini, puis au final... C'est fini, il ne reste plus que la catastrophe ultraviolette du plan noir et l'équation de la chaleur à comprendre. Et il y a la physique statistique qui est sortie d'un côté et la mécanique quantique de l'autre. Oui, voilà. C'était bon. C'était un peu plus vaste que prévu. Pour observer l'univers, demande Stratos, on n'utilise que des outils optiques. Il n'y a que de la lumière qui nous parvient des autres systèmes. On commence les ondes gravitationnelles. Il y avait. La réponse est en fait non. En fait non. Il y a maintenant ce qu'on appelle l'astronomie multi-messager. Et donc par là, on parle d'autre chose que du domaine électromagnétique. Alors, on collecte des informations qui ne sont pas du domaine... Ah, il y a de la pub qui arrive dans une seconde. Ouais, je vois, vous voyez aussi. Elle dure que 30 secondes, mais bon. Ce sera en replay, elle sera là, de toute façon, c'est bon. Il n'y aura pas de pub. Ouais. Donc, du coup, j'attends 30 secondes avant de continuer la réponse, c'est ça ? Bah, du coup, peut-être, ouais. Je me demandais, tiens, d'ailleurs, pendant ça, je voulais juste vous montrer ça rapidement aussi, juste pour conclure. Vous l'avez pas mise dans votre truc, c'était cette image-là. Ah, c'est celle de la nébuleuse tête de cheval, ouais. Ouais, voilà, celle-là, voilà. Comme ça, ceux qui sont abonnés, ils peuvent revoir celle-là rapidement. Ouais. Et bon, voilà. Non, je l'ai pas mise parce que bon, elle est très jolie. On a fait une pause pendant la pub, du coup, c'est ce que je dis. Voilà. Mais bon. Elle est très jolie, mais venant de l'astronomie infrarouge, je sais qu'en infrarouge thermique, elle est quand même beaucoup plus spectaculaire. Ouais.
Elle était belle celle-là, n'empêche. Hein. Elle est belle. C'est pour montrer. Voilà, je l'ai vu dans Adolphe Longueur d'onde. C'est ça. Ça, c'était celle pour c'était juste pour montrer celle-là vu que ça manquait un peu. On a profité. Mais je vous laisse du coup conclure sur. Voilà. J'étais en train de conclure sur quoi Sur la physique qui n'est pas que optique. En tout cas, on n'observe pas qu'en optique. Voilà. Donc ça fait un certain temps qu'on capte d'autres messagers que du rayonnement électromagnétique. On capte des particules en provenance de l'univers, c'est les rayons cosmiques. Ils sont plus compliqués à interpréter parce qu'en fait, ils n'ont pas une trajectoire quasi rectiligne, donc ils sont influencés par les champs magnétiques, donc on ne sait pas d'où ils viennent. Donc ils nous donnent des informations, mais pas de localisation. On commence un peu à essayer de faire de l'astronomie avec des neutrinos, mais c'est très compliqué à capter les neutrinos, donc c'est pas très efficace. Et donc depuis maintenant quelques années, on fait de l'astronomie avec les ondes gravitationnelles, qui est sans doute, quand on dit astronomie multimessager, en fait essentiellement ça se réduit à dire électromagnétique d'un côté, ondes gravitationnelles de l'autre. C'est vraiment le nouveau continent d'exploration qu'on a, qui nous donne. On disait une nouvelle fenêtre sur l'univers, voilà. Substantielle, quoi. Et sur lequel il y a plein de projets d'observatoires. Alors, c'est toujours le même. Hein. Pour détecter les ondes gravitationnelles, on fait des interféromètres. Et parce que ça nous permet de voir la variation d'une des branches de l'interféromètre, la variation de taille de l'une des branches d'interféromètre par rapport à l'autre ou aux autres. Voilà, là c'est pas de l'optique, là c'est vraiment. Mais c'est vrai que dans le grand public, peut-être qu'on confond un peu. C'est vrai qu'on mélange un peu tout, comme quand on parle de vraies lumières visibles, des ondes infrarouges, ultraviolets, etc. Voilà. Là c'est autre chose. Là c'est vraiment. Exactement. Moi, quand j'entends est-ce qu'on fait de l'astronomie avec autre chose que la lumière, pour moi la lumière, ça va des rayons gamma aux X, à l'ultraviolet, au visible, à l'infrarouge, à la radio, tout ça c'est de la lumière. Ouais, voilà. C'est pas la même technologie qui est utilisée pour la détecter, pour capter le photon, mais tout ça c'est des photons. Oui. Des ondes gravitationnelles c'est pas des photons, et les neutrinos c'est pas des photons, et les rayons cosmiques c'est des noyaux, c'est pas des photons. Et on nous demande aussi, on a toujours besoin d'interféromètres de la taille de plusieurs kilomètres sur Terre, bah oui. En général, où on améliore les outils, est-ce que c'est possible, mais non, en fait, ça marche mieux quand c'est grand. C'est-à-dire que il faut arriver à détecter des minuscules variations relatives de distance entre deux points pour détecter des ondes gravitationnelles, le passage d'ondes gravitationnelles, et donc on a le choix de faire soit des interféromètres très grands, soit d'avoir la capacité de détecter des variations extrêmement fines. Oui, d'accord. Donc les deux vont avancer de pair. On va essayer. Alors sur Terre, on est restreint à faire des interféromètres qui ont des longueurs de bras de l'ordre de quelques kilomètres. Oui. Le projet dans l'espace, de l'Agence spatiale européenne, c'est 1 million de kilomètres de bras. Oui, dans l'espace du coup. Dans l'espace. Donc là, ouais, ça prend moins de place au moins, c'est bien. Et l'intérêt des ondes gravitationnelles, il est formidable parce que autant le rayonnement électromagnétique, il est absorbé par ce qui peut se trouver entre nous et l'objet qui l'émet, autant les ondes gravitationnelles ne le sont pas. Donc des ondes gravitationnelles qui ont été émises au début de l'univers, début de la vie de l'univers, peuvent théoriquement se propager jusqu'à nous. Oui, c'est plus pur en plus, on va dire. Mais... Et donc potentiellement, on a la capacité de détecter des signaux émis à n'importe quelle époque. D'ailleurs, je suis en train de me rappeler, mais on disait c'est pas de la lumière, mais en fait on observe le décalage d'une longueur d'onde quand même, parce que du coup c'est le trajet de la lumière entre deux points, donc ça reste un peu la lumière. Il faut observer la variation d'une échelle spatiale. Oui, voilà, c'est ça. Donc après, aujourd'hui, c'est la façon dont on sait le faire de façon la plus simple, c'est de dire, en fait, je fais de l'interférométrie. Je fais interférer ensemble des faisceaux lumineux parce que la figure d'interférence, elle est liée à la différence de parcours de la lumière. Donc, cette figure d'interférence, elle est directement liée à ce que je cherche à mesurer, qui est des distances. Mais si vous avez une autre idée pour mesurer des variations de distance entre différents points, elles peuvent servir à détecter des ondes gravitationnelles. D'accord, donc n'hésitez pas à envoyer vos idées, candidater à l'Agence spatiale européenne et à l'Agence spatiale surtout. D'accord.
Alors, je sais pas s'il y aura d'autres questions. J'ai un double décamètre, ouais, c'est ça. C'est possible aussi. Voilà, bien précis. Ils vont envoyer des Tesla qui s'achantent comme des wagons. Ouais, non, ça va être, non, c'est un projet plus de miroirs déployés en différents points orbitaux, justement, c'est plus compliqué. Technologiquement, c'est très complexe. Oui. On en parlera peut-être une prochaine fois si ça se concrétise. Oui, avec d'autres personnes plus spécialistes que ça, de ça que moi. Je connais pas trop non plus. Je me souviens plus exactement non plus. J'avais écrit un peu dessus, mais. J'en connais quelques. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous donner. Ah bah, on pourra si jamais. Donc là voilà, on a fait un peu le tour, je pense au moins, vu qu'on a pu voir un peu pour Euclide et tout. Donc là, ce que vous dites, c'était, on attend encore quoi d'ici quelques 6 mois, 1 an pour commencer à avoir déjà plus de résultats. Alors, au moins. On va commencer le relevé cosmologique sans doute fin janvier, début février. Ouais. Là, on a encore un ou 2 mois de réglage, enfin de prise de données qui va nous servir à établir vraiment les propriétés de fonctionnement de l'instrument. Et donc on commence le survey cosmologique à partir de là. Il va nous falloir 6 ans quand même pour relever un tiers du ciel. Oui, ça c'est la mission globale, c'est ça. C'est 6 ans. Et donc à la fin de l'année 2024, on va publier déjà l'équivalent de une centaine d'images, une centaine de champs d'observation de la taille de ce qu'on a publié là récemment. Oui. Cette fois-ci strictement lié à la cosmologie, donc ce sera des champs de galaxies pour donner aux astronomes du monde un peu un avant-goût de ce que sera la production de données Euclide. Oui. Sur cette taille, il y a on peut faire de la cosmologie, mais on ne fera pas mieux que ce qui est fait déjà aujourd'hui en termes de précision. Et donc, c'est fin 2025 qu'on publiera les premiers résultats liés à l'exploitation de la première année du relevé cosmologique. D'accord. Et après, on va faire un peu comme Gaia, qui a des data release. Donc, oui, fin 2025, voilà. Fin 2025, on va publier un premier catalogue de données Euclide, qui correspondra à la première année d'exploitation. Et puis, fin 2028, on publiera les 3 premières années. Et puis 2031, il y aura encore 6 années. D'accord. Une question, du coup, peut-être une dernière question qui se demande pourquoi il n'y a pas de poster d'Euclide 6. Ça, c'est derrière vous, vu qu'il y a 5, 7, 8. Parce qu'en fait, ça continue sur le mur, là. Ah oui, d'accord. Ah, mais non, mais après, c'est 10 aussi, alors. Yeah. Oui, parce que je sais pas, ça, c'est les posters du meeting de l'organisation française d'Euclide. Donc, on en a un tous les ans. Et donc le 9, je crois que le 9, il n'a pas eu lieu à cause du Covid. Ah. Et donc le 10 est là, le 11 est quelque part sur le 6, alors. Sur ma table. Et le 6, il est de l'autre côté de la porte. Voilà. Ah, il est de l'autre côté, bon d'accord. Ils aiment pas les trucs, ils aiment bien les trucs non euclidiens et non linéaires, du coup, tu vois, c'est, en gros, on va résumer comme ça. D'accord, je vous remercie encore, donc, pour cette, c'est moi, c'était très stimulant comme, c'est intéressant. C'était votre première fois sur Twitch, c'est vrai que j'avais pas précisé. Ouais, donc c'était ma première fois sur Twitch. Vous avez pu voir. Ouais, alors dire à mon fils que je suis passé sur Twitch. Voilà, c'est bien. Et donc, ce sera en replay sur YouTube aussi, ça admettre. C'était très important. Merci, les gens disent merci en tout cas. Et l'ingénieur dit merci parce que c'était important pour lui de savoir pour le. Mais n'hésitez pas à aller voir, donc Marc Savage fait beaucoup de conférences aussi, donc peut-être que certains d'entre vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs. Mais vous pourrez revoir sans doute d'autres. Je sais pas s'il y a une conférence bientôt ou. S'il y a des Suisses dans l'assistance, je fais une conférence à Lausanne et à Genève la semaine prochaine. Et il y en a un qui passe souvent dessus, je lui dirais, mais elle n'était pas là, mais ça leur intéresse. À Lausanne, alors, d'accord. Oui, Lausanne et Genève, le 15 et le 16. Voilà. Après, je ferai une avec des Québécois, mais en Zoom. Ah, d'accord. Comme là, un peu. Est-ce qu'il y en a parfois au CEA? C'est une question de Yoxotot qui est juste à côté. Mais... Oui, ça arrive. Il y a un site de conférence qui s'appelle Cyclope, qui est annoncé sur le site web du CEA. Alors pour l'instant, voilà, je pense qu'il n'y en a pas encore sur Euclide, mais ça arrive. Ouais. D'accord. Donc Splagada, voilà, comme il est suisse, il pourra dire, tu pourras aller voir peut-être Lausanne. Voilà, très bien. Je vais vous laisser. En plus, moi aussi, j'ai un truc après 17h aussi d'ailleurs, mais bon, j'enchaîne aussi. Merci encore alors. Il n'y a pas de quoi. Et, bon courage alors pour la suite, Merci, la suite d'Euclide. On suivra ça avec attention. J'ai hâte de voir les résultats maintenant. Alors, oui.
nous aussi. Je surveillerai le lambda -1. Ce sera intéressant. Voilà, ça aura été dit quelque part, enregistré sur YouTube. Voilà, c'est ça. Et on verra bien ce que ça donne. On pourra remettre. Très bien. Bon voilà, Jean vous dis merci en tout cas, donc merci aussi aux spectateurs. C'est très, très sympa. Ouais. Voilà. Merci encore alors, bonne journée et bonne réunion merci. pour après. Ouais. Oui, je vais changer de sujet là complètement. Ah, ça change, d'accord. Bon, très bien. C'est la vie de chercheur. On a toujours deux ou trois trucs un peu orthogonaux. Ah oui, il y a plein de casquettes. C'est vrai que ça change un peu. Bon, très bien. Bonne fin de journée en tous les cas, en tout cas. Ok, merci. Au revoir. Je vous laisse couper. Hop. Ch'touk. Et voilà. Le truc pour la fin. Très bien. Merci en tout cas, du coup, j'espère que ça vous a bien plu. Je vais remettre... Yes, science. Ça se défoule. Non, il y a des trucs, tout n'est pas activé, hein, mais il y a quand même... Il y avait le Yes Science, c'est vrai. Il y avait les questions aussi, mais personne ne s'en sert jamais. Je vais mettre un peu de musique, tiens. C'était génial, t'as bien aimé Kevin apparemment. Hein. C'était vachement chouette, en tout cas. Ça fait du bien d'avoir voilà, des trucs juste des nouvelles scientifiques, hein, parce que c'est vrai quand on voit les nouvelles, les actualités en général, c'est toujours un peu saoulant. Les nouvelles scientifiques comme ça fait quand même rêver. Penser à l'univers au sens large, c'est toujours assez fascinant, je trouve. Donc je suis content de vous le faire partager. Puis il était très cool, hein. Mais ça se voit comme il fait des conférences, je pense qu'il a l'habitude, voilà, de parler avec les gens. Et ça se sentait, par exemple, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui, limite, il voyait presque les questions avant moi, quoi. Donc bon, j'étais en mode, ouais. Je veux que ça me perd, quand même. C'est bizarre, là. Mais super intervenant, encore une fois, effectivement, Stratos. Mais voilà, ils ont pas tous eu toujours le même rapport avec le chat, et lui, je trouve qu'il était vraiment peut-être le meilleur, même en termes de... voilà, il pouvait voir tout de suite. Donc c'était vraiment très chouette. Alors, attendez là. Est-ce que j'ai bien quitté? Ouais. Voilà. J'espère que ça a bien plu. J'ai vu qu'il y a des moments où je pense qu'on était tous à juste écouter et puis se dire, voilà, on écoute ce qu'il raconte. Parce que c'est vrai que poser des questions sur un sujet aussi complexe, c'est vrai que c'est assez galère. Mais je voulais vous remercier parce que vous avez vraiment été excellents, je veux dire, dans les questions. Il y a vraiment eu des très bonnes questions. C'était top. C'était vraiment en lien avec ce qu'on disait, voilà, c'était pas mal. Ça, pour moi, ça aide, parce qu'il y a des questions, ça peut être assez compliqué aussi, parfois, à passer. Tu pourras me faire un faux arrêt de travail pour la prochaine fois. Il n'y a pas, c'est tout, tu travailles comme ça, et puis c'est bon. Merci aussi, du coup, pour ceux qui découvriraient. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient follow la chaîne aussi avant d'arriver, sans doute par des réseaux sociaux. Merci à ceux, peut-être, qui avaient suivi comme ça. Et n'hésitez pas, du coup, si ça vous plaît, j'ai envie de dire, n'hésitez pas surtout à en parler du concept et partager la vidéo quand elle la mettra sur YouTube. C'est plus ça qui m'aide, moi, que les follow, voilà, c'est bien. Le fait d'être là, de poser des questions, c'est bien aussi. Et si vous aimez bien le concept, n'hésitez pas à en parler, voilà. C'est plus ça le soutien qui m'aide. C'était cool, j'ai pas beaucoup compris, même quasi pas, mais c'était bien. Alors, j'avoue, désolé, ça c'est un peu ma faute, j'aurais dû faire peut-être... On a tenté de faire un petit point au début, mais après ça partait loin rapidement. J'ai tenté de faire un point un peu milieu sur matière noire, énergie sombre, mais voilà, c'est compliqué. C'est vrai que c'est un sujet... là, c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît bien, donc c'est dur de faire tout le truc... de faire tout un rappel. Ce qui arrive quand un scientifique sauvage apparaît. C'est ça. Après, moi, le but, c'était ça, hein, de Quoi de neuf chercheurs, c'est de vous montrer un peu qu'est-ce que c'est quand moi je fais mes interviews. On parle à des chercheurs qui, voilà, sont en général, ils rentrent direct dans le vif du sujet, il n'y a pas ça. Hein. Kevin, je buvais ses paroles pendant que je bossais. Ça. Les journaux, on a rencontré l'extraterrestre, les scientifiques, on va tenter de prélever des échantillons sur une comète avec un faible espoir de trouver des bactéries. Alors là, même pas d'y trouver des bactéries. Hein. Ce serait plutôt y trouver un composé avec un peu de carbone, c'est plutôt ça. Non. T'as trouvé ta dernière question très pertinente, c'est vrai, ingénieur. C'était top. Sur le fond, le sujet me dépasse complètement, mais c'est intéressant d'écouter un scientifique qui parle de sa démarche et de son travail de recherche. Ouais, voilà. C'est ça que j'espère au moins pour vous. Bon, alors là, c'est vrai que là, même moi, le sujet, c'est un des sujets qui est assez complexe parfois. Et j'ai tenté, voilà, c'est un peu aussi pour faire le point là-dessus. Mais c'est vrai qu'on aurait pu faire tout le truc juste sur déjà qu'est-ce que c'est que la matière sombre, énergie sombre. Rien que là, on peut passer des heures. Là, c'était aussi pour faire le lien avec l'actualité, donc j'espère que ça vous a bien plu. Et pour le replay, il y a des gens qui écoutent là en replay sur YouTube, ou même en podcast d'ailleurs, vu que ce sera mis en podcast. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Hein. Je veux bien savoir, est-ce que vous préférez par exemple avoir un truc plus pédagogique dès le départ, peut-être? On pourrait commencer directement par des... Mais ça passerait déjà du temps, je pense. Puis à mon avis, on va vite décaler quand même. Donc je sais pas trop. Tu as dû lâcher un rein pour cette interview. Non, ça va, il a répondu très rapidement. Ça passait de 5 à 7. Si, je trouvais la dernière question très pertinente, c'est clair. Bordel, j'imagine pas la difficulté pour vous, journalistes, que c'est de vulgariser ça, ouais. Si t'as pas un bagage scientifique dans le domaine, c'est perdu, ouais.
C'est pas facile. C'est vrai que ça c'est un des sujets les plus complexes, clairement. Le pédagogique, tu pourrais le faire en amont. Ouais, ce que je me suis dit, mais il y a des fois où j'avais fait ça sur le minage des fonds marins, par exemple. Je vous avais fait une introduction avant de faire venir le chercheur. Et là, c'est vrai que j'ai pas trop fait, du coup. On est rentré un peu... Parce qu'en fait, comme on voulait passer directement sur Euclide et ensuite faire le truc, mais bon. Bon, j'espère que ça se tient quand même dans l'ensemble. T'as raté le début, ouais, du coup, Splagada, je t'ai vu arriver. Donc tu pourras aller voir à Lausanne, hein, si tu veux. Aller voir Marc Sauvage. Donc voilà. Et ben, j'espère que ça s'est bien arrivé. T'arrives en cours aussi, bah t'as posé plein de questions aussi, Arcator, hein, j'ai vu. Donc t'étais assez passionné. Merci encore pour toutes les questions et tout. Et puis voilà. Bon, du coup, bah, je mets la fin en live là pour YouTube en tout cas. Donc n'hésitez pas YouTube, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, ça m'est pas du tout pour l'algorithme, mais en vrai ça m'intéresse de savoir quand même. Si vous préférez un truc plus pédagogique ou pas dès le départ, ça peut être sympa.